Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour votre réelle émission de talk de l'après-midi, d'actualité. Méfiez-vous des imitations, ici l'original, ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h sur une seule radio, France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver pour ce lundi et pour cette nouvelle semaine. Avec aujourd'hui autour de la table Amine Sa, élu à la Courneuve. Comment ça va mon Amine ? Très bien, et toi Christophe ? On reviendra dans un instant sur ce qui s'est passé hier, place de la République. Évidemment, nous avions le père du petit Yanis au téléphone vendredi. Il y avait du monde malgré le beau temps. On en reparlera dans quelques instants. Smaïn Tefour, journaliste, est avec nous. Comment ça va mon Smaïn ? Très bien Christophe, et toi ? Oui, impeccable mon Smaïn. Gamal Abila aussi de la partie, fondateur de MDC. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien et vous les amis ? Bon, eh bien nous voici fin prêts pour une belle émission. Du moins, je vous la souhaite excellente et bonne écoute. 01 40 33 9000 pour venir jusque nous et commenter aussi avec nous l'actualité. Vous avez des choses à dire, c'est le moment de le faire en nous appelant si vous le voulez. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission tout à l'heure, le zapping avec terminé le quoi qu'il en coûte. C'est ce que Bruno Le Maire a indiqué ce matin à nos confrères de BFM TV et RMC au micro de Apolline de Malherbe, celle qui lit de travers. On l'écoutera tout à l'heure et vous pourrez commenter tout cela sans oublier quelques extraits de Emmanuel Macron qui est en train de lire les questions parce qu'il demande à ce qu'on lui envoie des questions sur l'écologie. Donc Emmanuel Macron qui est à la COP27 là en Égypte, il devrait s'exprimer d'ailleurs cet après-midi. Le quiz évidemment à ne pas louper, la battle, la sanction qui a été prononcée à l'encontre du député du Rassemblement National, ou plutôt Front National, parce qu'il ne faut pas oublier l'original bien sûr, Grégoire de Fournas. Est-elle suffisante selon vous cette sanction ? Vous êtes 71% à dire non. Vous continuez de voter sur Twitter, le Grand Forum FM2, et on en débattra tout à l'heure avec Gamal, Smaïn et Amine. Nous allons parler de ces élections mi-mandat qui approchent à grands pas aux États-Unis. On a vu d'ailleurs Biden, Barack Obama, on a vu Donald Trump qui ont organisé différents meetings ce week-end. Est-ce que les élections mi-mandat, est-ce que les résultats de cette élection mi-mandat et en cas de victoire des Républicains, est-ce que ça pourrait changer l'issue de la guerre en Ukraine ? Alors au moment, on apprend que d'ailleurs les États-Unis essayent de mettre la pression à Kiev pour que Kiev négocie avec la Russie. On fera le point tout à l'heure à 17h. Auparavant, le député Carlos Martins Milongo sera avec nous, celui qui est au cœur évidemment de l'actualité depuis jeudi dernier à l'Assemblée nationale et depuis cette phrase retourne ou qu'il retourne en Afrique prononcée par Grégoire de Fournas. Et voici que les poubelles de Valeurs Actuelles sort les pires cochonneries concernant Carlos Martins Milongo. On y reviendra évidemment avec lui tout à l'heure. Il sera dans nos studios, du moins je l'espère pour lui. Et puis évidemment le fait d'actualité, c'est à suivre évidemment sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Roux. Le Grand Forum. On commence évidemment tous les jours cette émission par quelques clins d'œil dans l'actualité, messieurs. Tiens, et on va commencer par 1985. C'est Yasser Arafat qui fait une déclaration et qui déclare au Caire en Égypte, il condamne toute forme de terrorisme. Est-ce que Gamal Abila, tu te souviens de cette déclaration de Yasser Arafat en 1985, prononcée au Caire ? Tout à fait, il l'a fait en anglais d'ailleurs, c'était très amusant. Il disait I condemn every form of terrorism. Il utilise terrorisme, je crois, c'est ça le propos. Donc avec son accent Yasser Arafatien. Mais oui, c'était une façon de se détacher des actions violentes qui étaient conduites à ce moment-là. Il y avait pas mal d'attentats. Et il considérait que pour devenir un homme politique respectable, il devait s'écarter de la ligne de Georges Habash et autres organisations qui ont conduit, comme Septembre Noir, quelques attentats à l'étranger. Ouais. Et puis en 1913, naissance de quelqu'un que vous connaissez tous, c'était un romancier, dramaturge, auteur et acteur de pièces de théâtre. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1957 et il s'est fait remarquer notamment par L'étranger. Oui, Camus. Voilà, Albert Camus, évidemment. Il aura laissé une trace dans l'histoire, Albert Camus ? Un petit peu, ouais. Particulière d'ailleurs. C'est un personnage ambivalent. Un très grand écrivain, c'est indiscutablement. Je crois qu'il était oranais, si je ne me trompe pas. C'est un personnage sur la question Il a vécu à Oran. Non, oui, il n'est pas né à Oran. Non. Oui, ça, il a vécu à Oran. C'est par rapport à l'étranger. Et donc, on se souvient que dans le seul livre où il fait référence à un arabe, cet arabe n'a pas de nom, ce qui est intéressant. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même une posture colonialiste qui existait. Après, il était contre la forme violente du colonialisme. Il a donc voulu tout faire pour faire en sorte de calmer les choses entre les communautés. Malheureusement, évidemment, il ne pouvait pas être entendu parce que les radicaux étaient déjà installés. Et surtout, c'est quelqu'un qui voulait garder une Algérie française, quoi qu'on en dise,
avec des droits pour les Algériens et qui finira malheureusement mort dans un accident de la route. Oui, en 2013, c'est Twitter qui fait son entrée en bourse. Twitter qui est un petit peu au cœur de l'actualité en ce moment avec son nouveau propriétaire et son abonnement de $8 par mois pour celles et ceux qui ont les comptes certifiés. Pour les conserver, ils vont devoir payer $8. Bon, pour ceux qui ont des comptes Il a le certifiés. sens des affaires. Il a le sens des affaires. Il veut donner, je crois, un modèle C'est pas pour rien économique qu'il est fonctionne. milliardaire, le mec. Hein. Ouais. C'est dans l'air du temps en ce moment, les réseaux sociaux. On le voit avec TikTok, le dernier Qu'est-ce qui se passe avec arrivé. TikTok ? C'est très monétisé, c'est de plus en plus monétisé les réseaux sociaux. Ouais. Le modèle ancien de Facebook, le modèle économique ancien de Facebook fonctionne plus puisque maintenant il y a une telle diversité de réseaux sociaux qu'il faut aller chercher d'autres sources de financement. Après, pour rappel, les comptes certifiés sur je crois le milliard de comptes, c'est 400 000. 400 000, Donc exactement. c'est pas pour les grand-chose. personnalités, C'est pour les personnalités. Et puis bon, 8 € pour les personnalités, je pense qu'ils devraient, peuvent le faire. ils devraient pouvoir s'en sortir. Oui, c'est clair. Bon, il y a Hanouna qui a dit qu'il paierait pas. Voilà. Ouais, il dit plein de choses. Hein. Oui, plein de choses en ce moment. Oui, je sais Il a pas le ce droit qui de se passe. contester, Christophe, quand même. Ouais. Et puis en 1946, au cinéma, c'est sorti d'un film culte, La Belle et la Bête de Jean Ouais, Cocteau. magnifique. Ouais. Vous l'avez vu ou pas ? Bien sûr. Moi, j'ai pas vu. Moi non plus. Ah bah, Voilà. Non, tu mais fais faut être exprès. honnête. Faut être à honnête. côté. Non, c'est vraiment un régal. C'est un film incroyable en termes de créativité, d'atmosphère, d'univers. On est vraiment chez Cocteau, de la grande réalisation. C'était l'époque où les Français faisaient des films fantastiques de très haut niveau. La Belle et la Bête, La Bonté du Diable, j'en passais des meilleurs. Vraiment, c'est extraordinaire. Et puis musique, si je vous dis un grand DJ français qui est né en 1967, vous pensez à qui ? 67. Un DJ français. Hein. Ah oui, c'est Guetta. Guetta, David Guetta, qu'on va écouter en musique Dave. tout de suite dans un morceau très célèbre où il avait réuni les Black Eyed Peas et Shakira. Jusqu'à la dernière goutte, s'il vous plaît, de David Guetta avec Black Eyed Peas, Shakira. Voilà, un titre évidemment très très connu. Bon anniversaire à David Guetta, qui est né en 1967 aujourd'hui. Dans un instant, le fait du jour. Alors, plusieurs faits du jour. D'abord, on ira à Sartrouville. Vous vous souvenez, on avait révélé d'ailleurs cette affaire sur France Maghreb 2. Un club de foot, je ne sais pas si vous êtes au courant, une association à qui on a retiré du jour au lendemain les locaux pour les mettre dans un endroit absolument scandaleux. Voilà, on nous a retiré complètement de la ville. Ils étaient installés là depuis plus de 40 ans. Et Sofiane Garbaoui, chroniqueur du LGF, a rencontré l'ancien président du club, qui nous donnera un peu sa réaction, puisqu'il y a eu une manifestation ce week-end, justement. Et puis, on parlera de ce qui s'est passé place de la République, évidemment. Hier, Amine Sa y était pour parler évidemment de l'affaire du petit Yanis et de ce rassemblement qui avait lieu place de la République. Et malgré la météo qui était un peu catastrophique ce week-end et notamment hier, on peut dire quand même que l'objectif a été rempli puisqu'il y avait du monde quand même, et pour mettre la pression, je crois, pour une audience qui aura lieu, un délibéré qui aura lieu le 9 novembre, là, c'est dans 2 jours. Donc mercredi, absolument. Et concernant évidemment la personne qui a renversé le petit Yanis, donc Marie-Christine, mère d'un gendarme. Ça peut aider, on le voit. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Carlos Martins Bilango, qui devrait aussi arriver dans le studio, il est député au cœur de l'actualité. Il passe par les studios de France Maghreb 2. En tout cas, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Dans un instant, il arrive. Carlos Martins Bilango, député, donc sera avec nous au cœur de l'actualité dans quelques instants sur France Maghreb 2. On en reparlera avec lui, mais un député qui prend le métro. Hein. Tous ceux qui croient que députés, ils ont des chauffeurs, etc. Voilà. On est loin du compte, hein, les amis. Voilà, il nous racontera lui-même un petit peu son expérience dans le métro depuis son passage à l'Assemblée nationale, remarqué et remarquable pour le coup, mais ça devient compliqué dans ce pays quand même quand on est d'une couleur différente. Gamal Abina, Smaïn Tefour, Amine Sa sont avec nous. Amine d'abord, pour parler de ce qui s'est passé hier, place de la République, 14h30. C'était le rendez-vous qui était donné à l'invitation des organisateurs et du papa du petit Yanis, concernant l'affaire du petit Yanis qu'on a évoqué vendredi sur cette antenne avec le papa que nous avions au téléphone, très abattu, très remonté, et on peut le comprendre d'ailleurs. Est-ce que le pari a été rempli ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Est-ce que malgré la météo, il y avait une mobilisation importante ?
Alors de mon point de vue, oui, c'était une véritable réussite, surtout, tu viens de le dire, compte tenu de la météo. Et puis au départ, surtout ce qu'il faut rappeler, c'est que ce rassemblement, il a été initié par un mouvement assez spontané qui a démarré sur les réseaux sociaux, qui a eu quelques petits retentissements dans les médias, mais surtout des médias bienveillants comme ici à France Maghreb 2. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été initié par un comité de citoyens qui se sont sentis concernés par cette affaire, qui refusent l'injustice et qui ont voulu défendre la justice et la dignité. Et je trouve que c'était plutôt une réussite quand on n'est pas aidé par les médias, etc. Et je crois que le message qu'on a voulu exprimer place de la République a pu être exprimé. Reste à voir maintenant qu'est-ce que sera le résultat de ce délibéré le 9 novembre prochain, donc mercredi. Moi, j'avais d'ailleurs souhaité, et peut-être qu'on en parlera avec le député qui va arriver, c'est qu'il y ait une interpellation lors des questions au gouvernement de M. Moretti pour... alors, évidemment, on connaît tous la séparation entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, mais je crois qu'il y a là quand même quelque chose d'assez aberrant dans la manière dont les choses ont été conduites. On a déjà eu l'occasion d'y revenir très longuement, mais je crois qu'il faut maintenant que le pouvoir politique interpelle peut-être la justice pour demander est-ce que... alors, le papa, c'est ce qu'il dit depuis le départ, il souhaite un complément d'enquête pour que les zones d'ombre qui persistent aujourd'hui autour de ce drame puissent être levées durablement. Smaïn, tu as suivi cette affaire ? Pas vraiment, mais j'ai pris connaissance de cette affaire justement par rapport justement à l'événement qui s'est passé hier, donc dimanche, et puis je m'étais donc renseigné, enfin on va dire tardivement, mais toujours est-il que quand on voit que la personne qui a donc renversé l'enfant, qui s'en sort pratiquement sans sanction, sans punition, sans aucune peine de prison, ne serait-ce que sursis, voilà. Non, mais même, c'est toujours est-il que quand on voit que, par exemple, moi, écoutez, j'ai pas d'a priori, mais toujours est-il, quand on voit qu'elle a 2 fistons gendarmes et qu'eux-mêmes, ils étaient donc sur le lieu du drame, le jour où elle avait, soi-disant, appelé la gendarmerie pour dire qu'elle avait cru qu'elle avait renversé beaucoup plus un pigeon, parce qu'elle avait parlé de... Non, au départ, elle a parlé d'un enfant, hein, puis c'est après qu'elle est revenue sur ses déclarations, puis après qu'elle s'en sorte sans être inquiétée, on va dire. Et c'est ça qui est écœurant et qui est aberrant. Donc, demander un complément d'information, je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner la justice ou quoi que ce soit, surtout qu'ici en France, on est censé être protégé justement par la justice. Or, dans ce cas de figure, on se rend compte qu'il y a quand même une injustice qu'il va falloir réparer. Gamal ? Simplement, déjà, j'ai envie de revenir sur la manifestation, puisque vous avez mobilisé du monde. Dans des conditions difficiles, hein. Il ne faisait pas beau, dimanche après-midi, avec de faibles moyens de communication, c'est que les réseaux sociaux. Donc c'est une belle réussite, à mon sens. Je crois que c'est un millier de personnes. C'est une belle arbre. Hein. Bah, moi, je ne saurais pas dire quel effectif on était, mais en tout cas, moi, je trouve que c'était une réussite. Il y avait pas mal d'élus. Il y avait des élus qui étaient présents. Il y avait un engouement. En tout cas, tout le monde se sentait concerné. Il y avait des gens qui connaissaient pas l'affaire et puis qui se sont arrêtés pour nous demander de quoi il s'agit, etc. Et je pense que c'était aussi ça l'objectif. Absolument. D'être sur une place aussi importante comme la place de la République, avec tout ce que ça représente en termes de symboles. Et donc c'est pour ça que je dis avec de moyens faibles, parce que c'est une affaire qui est récente, en plus c'est pas vieux, il faut le temps de faire monter, c'est une question de police encore une fois, dès qu'il s'agit de la police pour mobiliser, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours la peur de se dire que peut-être qu'il ne se passera rien, mais j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il faut rappeler quand même que c'est un enfant qui a été écrasé dans des conditions atroces, qu'effectivement l'enquête a été menée de façon extrêmement orientée, puisque un des fils, je crois... Très à décharge déjà, donc déjà c'est une enquête à décharge, ça commence mal, normalement on commence par une enquête à décharge. Expéditive. Puis à décharge. Normalement, c'est le contraire. Hein, et là, en substance, il y a un des fils qui était dans le bateau. Donc, ça y est beaucoup de choses. Il y a vraiment des zones d'ombre qui doivent être levées. Et si cette affaire-là en reste là, c'est-à-dire que si effectivement la demande c'est quoi, c'est une demande de complément d'information. C'est une demande de la famille, oui. D'accord, c'est très bien. Donc, si cette demande de complément d'information judiciaire, pour le coup, est conduite et qu'elle arrive à déterminer qu'effectivement, il y a un dysfonctionnement dans l'enquête, en substance, là, ça pourra peut-être ouvrir les yeux de la justice. Mais il ne faut jamais oublier que malheureusement en France, la question de la police est très très difficile parce que évidemment le gouvernement a tout intérêt à l'aménager puisque c'est le premier maillon de l'autorité de l'État sur la population et qu'en zone de turbulence comme aujourd'hui, ils font attention. Dans le fait du jour aujourd'hui, c'est la déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce matin chez nos confrères de RMC et BFM TV. Pour le quoi qu'il en coûte, c'est terminé.
Aujourd'hui, le bouclier tarifaire à la SNCF qu'on nous annonce, le chèque fuel qui sera versé normalement à partir d'aujourd'hui, les aides à la pompe qui seront donc prolongées avec ensuite des aides gros rouleurs dès janvier, des nouvelles aides aux entreprises. Vous nous aviez dit que le quoi qu'il en coûte, c'était fini, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore en fait. Non, je vous le confirme, le quoi qu'il en coûte est fini et nous allons vers des aides qui seront plus ciblées, c'est-à-dire qui toucheront les personnes qui en ont le plus besoin, les ménages qui sont le plus touchés par l'inflation, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, les prix des carburants, et les entreprises qui sont réellement le plus touchées par l'augmentation du prix des matières premières. Les aides aux entreprises, elles sont ciblées. La remise sur les carburants, je l'ai toujours dit, elle s'arrête au 1er janvier. À partir du 1er janvier, ce ne sera une aide que pour ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Il y aura une augmentation le 1er janvier de 15% du prix de l'électricité et du prix du gaz. Nous l'avons annoncé, le président de la République et la Première ministre l'ont confirmé. C'est une sorte de et en même temps là-dessus. Hein. Non, c'est une évolution du dispositif de protection. Nous avons soutenu massivement les ménages et les entreprises depuis près de 2 ans. Nous avons mis 110 milliards d'euros sur la table en 2021, 2022 et 2023. Et maintenant, il faut que nous ciblions les aides par souci de justice, parce qu'il faut que ça aille à ceux qui en ont le plus besoin, et aussi par souci de remise en ordre de nos finances publiques. Alors pardon, mais quand vous dites que vous allez cibler, il y a certains moments où on se dit que c'est paradoxal. C'est-à-dire que vous poursuivez les aides, mais vous les rendez quasiment impossibles à toucher. Je voudrais quand même prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Pour pouvoir toucher le chèque fuel, il faut s'inscrire sur le site chèqueenergie.fr. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est commode? Ceux qui utilisent le fuel, c'est notamment les plus modestes, les plus âgés, qui vont devoir aujourd'hui commencer à rentrer sur le site internet chèqueenergie.fr. Les plus modestes, ils ont, pour être de Malherbe, le chèque énergie. Et eux, ils auront automatiquement, ils sont 200 000, le chèque fuel de 100 à 200 euros. Après, par souci de toucher tous ceux qui se chauffent au fuel et qui ont des niveaux de revenus modestes, nous avons ouvert ce site internet. Il est très simple, mais je le redis pour tous ceux qui ont le chèque énergie, qui sont les plus modestes, le versement est automatique. Même chose, le reproche m'a été fait sur les aides aux entreprises. Moi, quand on me fait des reproches ou des critiques, je les écoute et je corrige. Je me souviens particulièrement que vous étiez venu annoncer ici oui, bien sûr. Un système dont on sentait que vous-même, vous saviez que c'était quand même compliqué. C'est pas facile. Un mois après, vous avez revu la copie. Ça n'est jamais facile quand on a un phénomène nouveau qu'est l'inflation, des aides à apporter qui doivent aller à ceux qui en ont réellement besoin, de trouver les meilleurs dispositifs. Vous aurez, à partir de la mi-novembre, une possibilité de guichet pour les entreprises qui en ont besoin, qui sera extrêmement simple et qui a été construit avec les PME, avec les très petites entreprises, avec les acteurs de terrain, pour être sûr que ce ne soit pas trop compliqué à remplir et que toutes les entreprises qui ont besoin d'une aide pour payer leur facture d'électricité ou leur facture de gaz pourront réellement et rapidement les toucher. Voilà, alors Bruno Le Maire qui indique que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'est des aides ciblées, Kamal Abina. On parle bien du même Bruno Le Maire qui voulait faire la guerre à la Russie, qui voulait écraser le peuple russe sous des sanctions économiques ingérables. C'est bien le même. Je pense que ce monsieur n'est pas très sérieux parce que ce qu'il dit va dans une direction et puis dans l'autre. Il explique par exemple qu'il va aider les plus nécessiteux et en même temps, pour le coup en même temps fonctionne, il explique qu'on va aider les voitures par rapport pour l'essence de ceux qui travaillent et donc pas de ceux qui ne travaillent pas, donc qui sont peut-être plus nécessiteux, n'en bénéficient pas. C'est tout un tas de dispositifs qui n'ont absolument aucun sens. Le seul dispositif possible qui pourrait ramener un petit peu de calme, ce serait de négocier directement avec la Russie pour la paix en Ukraine. Aujourd'hui, ils sont en train d'abreuver de dettes ce pays en donnant des subventions à tout le monde, n'importe comment. Et en vérité, je note quand même que les plus faibles, les étudiants, ceux qui n'ont pas de revenus, les chômeurs, les précaires, ceux-là ne sont pas concernés par ces aides. C'est un vrai problème. Quand on dit il faut s'inscrire sur Internet, il faut que la personne ait les moyens de s'inscrire sur Internet. Des petits vieux n'ont pas forcément d'ordinateur et n'y connaissent rien de toute façon. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour se payer un ordinateur. Je veux dire, on est vraiment sur un circuit de logique que je ne comprends pas. Mais bon, le maire est un ministre de l'économie extrêmement médiocre qui nous fait vraiment regretter Raymond Barre. Amine, est-ce qu'on peut dire que là, la tactique choisie... D'ailleurs, si vous avez peut-être été faire le plein d'essence, vous avez peut-être remarqué comme moi, ça a monté là. C'est logique. Ça y est, les aides, on commence à diminuer là. C'est le cas de le dire, Christophe. Oui, Ismaël. Oui, tout à fait. Et puis on se rend compte quand on va à la pompe, dernièrement, il y a 2 jours, je crois, que j'avais fait le plein. Donc il était à 2 euros, je crois, 2 centimes, quelque chose comme ça. Et vraiment, j'ai pas pu donc mettre le plein. C'était pas le plein, c'était à moitié. Donc généralement, à 80 euros, j'avais mon plein. Et attendez, juste un truc important, parce que j'aime pas qu'on se foute de notre gueule comme à ce point-là, j'y foutre de notre gueule. Quand on dit des aides, alors que c'est des réductions de taxes
qui sont appliquées à l'essence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide, c'est juste que l'État a un manque à gagner, moins d'argent à faire entrer, mais que mécaniquement, avec l'augmentation des prix en général à la consommation, il engrange des revenus TVA considérables. Ça me fait rire de parler d'aide. Taxe sur la taxe. Mais au-delà de la taxe sur la taxe, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Quand on vous dit, par exemple, que vous allez payer 15 centimes de moins l'essence, c'est pas une aide. Hein. C'est juste que l'État réduit un petit peu son revenu fiscal, c'est tout. Donc là, il se fiche de nous. Ouais. Amine. Moi, je crois que Bruno Le Maire, il poursuit un objectif qui est celui de 2027. Et pour ça, et Gamal l'a très bien dit, c'est qu'il est extrêmement volatile. Il peut dire à peu près tout et son contraire d'une interview à l'autre. Et ce qui se passe souvent quand on est... Alors, il bénéficie quand même d'une certaine confiance de la part du président de la République. C'est l'un des ministres qui a la longévité la plus importante. Hein. Il est là quasiment depuis le début. Je crois qu'il a été de tous les gouvernements depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je crois qu'il est sans doute le plus malléable pour Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est privé de celui qu'on estimait être potentiellement son successeur, Édouard Philippe. Il est privé d'un certain nombre de Bayrou, d'autres qui ont été... voilà. Aujourd'hui, il ne reste plus que Bruno Le Maire, peut-être un peu Darmanin, mais il est très clivant. Mais aujourd'hui, celui qui, à mon avis, a toute la confiance du président de la République, c'est Bruno Le Maire, et il est capable de dire tout et son contraire pourvu qu'il plaît au chef. Et la Première ministre, on fait quoi avec elle? Alors c'est autre chose. Je pense que la Première ministre, c'est une technocrate. Elle est là vraiment pour prendre des coups à l'Assemblée. Elle est là dans une logique qu'Emmanuel Macron a parfaitement réfléchi. C'est-à-dire qu'il sait que ce quinquennat va pas tenir comme ça très longtemps, qu'il va falloir arriver à une dissolution. Et alors justement, puisque tu parles de dissolution, on l'a appris dans le journal du dimanche. J'en parle depuis le début. C'est acté apparemment. Depuis des semaines. Reste à savoir quand. Oui, non, mais je pense que c'est inéluctable, je l'ai déjà dit depuis des semaines. Je pense que ça ne peut pas tenir de cette manière-là, avec des 49.3 systématiques jusqu'à la fin du quinquennat. Et donc, on est obligé d'en passer par une dissolution. C'est risqué, c'est un pari risqué. Hein. Alors, c'est un pari risqué, mais je pense que ceux qui perdront le plus, c'est pas forcément la majorité présidentielle, c'est surtout la gauche qui est en train de s'effriter avec, parce que, disons-le, ils sont d'accord sur à peu près rien. Ce qui est dommage. Parce qu'ils ont fait un accord électoral plus qu'un accord politique, c'est ce que je dis depuis le début également. Et voilà, aujourd'hui, Bruno Le Maire, pour revenir à lui, moi, depuis le début, je dis, il ne faut pas d'aide généralisée. Oui, il faut cibler, sauf que dans la manière dont on cible aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait distribué des milliards d'euros de manière un peu aléatoire, on a saupoudré partout. Aujourd'hui, on essaye de cibler, sauf que la manière dont on cible, c'est que toutes ces subventions finissent par être captées. On parle de subventionner du fuel, on parle de subventionner du carburant, on subventionne sans doute les plus grandes fortunes en réalité, parce que ça finit par être capté par ces grandes compagnies-là. Et donc, en cela, c'est une politique économique qui n'a aucun sens. Ouais. Alors, en même temps, je le disais, donc on apprend dans le journal du dimanche que la dissolution, c'est quasiment acté. Reste à savoir quel serait le meilleur timing, mon Smaïn, pour dissoudre pour Emmanuel Macron. Bah écoute, au vu des motions de censure qui se sont opérées récemment, donc il y a de quoi donc s'attendre à une telle, on va dire, une débâcle, parce qu'on va parler de débâcle. Pourquoi? Parce que Macron, il va être en face de ses responsabilités. On risque de voir, par exemple, une Assemblée nationale défavorable à Macron, parce qu'il y aura une majorité. C'est pas ce que disent les sondages, parce que les sondages commencent à apparaître là. Les sondages, c'est pas une science exacte. IFOP, par exemple, 27% pour Renaissance, 25% pour la NUPES, 21% pour le Rassemblement National. Après, ouais. Après, c'est pas une science exacte, Christophe. Non, bien sûr, évidemment, mais on va voir comme ça, il faut refleurir les sondages, et c'est pas par hasard. Macron, il essaiera peut-être d'éviter le scénario à la Chirac. Voilà, donc... Moi, j'ai une petite lecture de ce truc-là, parce que j'ai commencé à y réfléchir depuis le temps que j'ai dit qu'il va y avoir dissolution. Je pense que le meilleur timing pour lui, ce serait avant l'été. Voilà, donc, ce serait courant mai-juin. D'abord parce qu'il y a des sénatoriales qui arrivent juste après, au mois de septembre, et donc il ne faut pas que ça se chevauche, ni que ça se neutralise. Et je crois que là, il est en train de jouer une carte majeure. Il est en train à la fois
de diviser la NUPS. On l'a vu depuis d'ailleurs l'affaire. Elle se divise toute seule. Hein. Elle se divise toute seule, mais il lui donne Pas un petit coup de main. Macron, Je ne sais pas si vous avez entendu Véran qui disait il faut maintenant que la NUPS arrête de s'acoquiner avec le Rassemblement national, car elle a vu ce que c'était que le Rassemblement national. Ouais. Ça, c'est pour une fois encore remettre une pièce dans la machine. Il est en train également d'absorber un certain nombre de républicains qui sont complètement pris en étau. Et donc je pense que si, moi je crois parfaitement à ces sondages, je pense qu'ils sont plutôt réalistes de la situation. Si on arrive avec une nouvelle élection législative à un Rassemblement national qui sans doute sera renforcé, je pense autour d'une centaine de députés, vous allez avoir les républicains qui vont complètement s'effondrer, ceux qui se maintiendront finiront dans la majorité présidentielle, et il y en a plein qui attendent d'ailleurs de savoir les élections. Elle va continuer de s'effriter malheureusement, et sans doute avec un compartimentage, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, de son intergroupe, et donc avec une majorité finalement qui sera peut-être pas très large, mais qui permettra à Emmanuel Macron de finir son mandat dans des conditions plus favorables sans doute. Les LR, on attend d'ailleurs l'issue de la présidence des LR, c'est fin novembre je crois, au début décembre, les élections, et voilà, selon celui qui sera vainqueur, je pense à Ciotti par exemple, est-ce qu'on peut dire que ce sera la fin du parti, clairement, Gamal ? Non, ce ne sera pas la fin du parti, mais ce sera vraiment le début de la fin, on dira. Il va juste agir comme on s'en l'habitude, en faisant n'importe quoi, en s'extrême droitisant et en perdant une base électorale. Par contre, non, parce que j'ai beaucoup de Est-ce qu'on peut aller ouvrir à notre ami le député là, qui attend, et en vue de ce qu'il subit en ce moment, peut-être pas bon de le laisser dehors trop longtemps. Bon, en tout cas voilà, on va en reparler, ne bougez pas les amis, avec Carlos Martins Bilongo qui arrive, le député, au cœur de l'actualité sur France Maghreb 2, avec nous dans un instant. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum. Il est avec nous, à mes côtés, donc Gamal Abina, Aminsa, Smaïd Tefour et monsieur le député Carlos Martins Bilongo, qui était venu durant la campagne. Bonjour Carlos, comment ça va monsieur le député ? Bonjour, ça va très bien et vous, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Carlos, j'étais fâché après toi. Oui, je sais, pour la semaine dernière. Je sais, oui, mais tu m'as fâché l'autre fois. Déjà, c'était très compliqué de me rendre disponible la dernière fois, et j'avais eu notre ami Philippe. Et moi, j'étais sur Amiens, sur un événement sur Amiens. Et en fait, l'événement a duré trop de temps et vous m'avez beaucoup appelé. Et après, j'ai rappelé à 17h, mais c'était trop tard. Je t'ai beaucoup appelé, oui. Ouais. Je suis désolé. Bon, c'est vrai, t'es pardonné, mon Carlos. Alors, bienvenue à toi. Je suis là aujourd'hui. T'es là. Et aujourd'hui, j'ai eu peur. Hein. C'est encore mieux que la semaine dernière. Ah oui. Ah bah là, t'es au cœur de l'actualité, mon Carlos. On parle que de toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Première intervention à l'Assemblée nationale et ça y est, ça commence. Première question au gouvernement. Oui. J'ai intervenu sur des amendements. Oui, bah oui. Première question au gouvernement. J'ai pas parlé à beaucoup de médias, donc là je suis chez vous, c'est bien, je suis content d'être chez vous, ça fait plaisir. Ouais. Ça change un peu des autres médias parce que depuis tout ce week-end et quelques jours, je sais pas, on me dresse un CV sans que j'ai le droit de réponse. Ouais, juste ça. C'est autant de paroles. C'est le déferlement. Déferlement de haine. Bah alors, de toute façon, Carlos, ne t'inquiète pas, tout ce qui vient de valeur actuelle, c'est la poubelle. Hein, oui, c'est un cadeau. Il n'y a pas que. Hein. Voilà. Donc, non, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on a ressorti une salve encore de saloperies te concernant des amitiés que tu aurais eues dans le passé avec un certain Nabil qui aurait appelé à brûler des magasins juifs à Sarcelles. Pupponi, hein, qui est au cœur aussi de la tempête. Hein, c'est voilà. Lui le lanceur d'alerte. Ah, c'est lui qui lance l'alerte. Un nouveau lanceur d'alerte. Tu as été soutenu par un mec d'une mosquée qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Enfin voilà, c'est la totale. C'est la totale, Carlos. Mais c'est peut-être le prix à payer, non, de toute cette actualité aujourd'hui que tu subis malgré toi, j'ai envie de dire. Je sais pas, hein, je me fais insulter en plein hémicycle. Ouais. Et aujourd'hui, on cherche à justifier les propos racistes d'un député du Rassemblement national. Il faut savoir, le RN, qui sont-ils hein à la fondation, c'est l'OAS. OAS, SS, il y a du monde. Il faut savoir. Alors, pour ceux qui... Et ensuite, je finis sur les propos où... Vas-y, je t'en prie. On insulte aujourd'hui des Français. Voilà, il y a une mosquée, des fidèles, un imam qui n'est même pas concerné par ces propos. C'est deux mosquées différentes et ils viennent rattacher des propos graves. Et en France, il y a des institutions, il y a un préfet. Et il faut vraiment que les institutions, les maires des communes, protègent leurs concitoyens. Parce que c'est moi aujourd'hui, quand on passe à la savonneuse, mais on passe aussi des habitants et des concitoyens qui n'ont rien demandé. Est-ce que finalement, au travers de ce qui t'arrive, Carlos, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une banalisation des idées de ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement national, qu'il ne faut pas oublier d'appeler le Front national? Est-ce que tu la constates, toi, dans la rue, dans le métro, la banalisation aujourd'hui, le racisme
c'est à ciel ouvert, cette parole est libérée. Il y a une justification. Ouais. Une banalisation et une justification. C'est encore plus grave. Ça fait 3 jours, j'étais en Algérien. Ouais. Ça m'a fait du bien. Ouais. Je remercie le peuple algérien pour l'accueil. Et On en parlera d'ailleurs de ce pourquoi tu étais en Algérie. C'est ce pourquoi d'ailleurs je t'avais invité l'autre fois. 3 jours, et je suis arrivé ce matin et j'ouvre mon téléphone. Des acteurs politiques, des éditorialistes font des plateaux télé pour expliquer le propos de ce monsieur et ensuite pour faire de la diffamation sur mon nom. Donc je me fais insulter et c'est à double insulte. Ah oui, en effet. C'est à triple peine parce que derrière, ça active aussi des réseaux sociaux d'extrême droite qui viennent encore vous insulter et vous menacer. Je reçois des tonnes de mails et aujourd'hui c'est quoi en fait? Ça veut dire que Europe 1, CNews sont le bras armé de l'extrême droite. On se pose sur un plateau, on évoque l'effet T'as été chez Hanouna. Hanouna, c'est CNews, c'est la même chose. Hein. Oui, c'est la même chose, mais... C'est le même groupe, quoi, je veux dire. Je vais sur place, je me défends, plus ou moins. Je me défends comme je peux, plus ou moins, à chaud. En plus, ça arrivait le même jour. Ouais. Et je sais que moi, mon électorat, c'est un électorat jeune qui regarde TPMP. Mais quand tu as 7 personnes autour d'un plateau sur CNews qui sont unanimes à dire oui, il l'a insulté, c'est Kill avec un S ou pas Kill. Mais bon, allez, c'est pas grave ça. Rien, qui est Monsieur Bilongo? C'est quand même très grave. Absolument. En 2022. Ouais. Il y a un préfet. On donne des noms, nommément des personnes, que je ne veux pas citer ici, mais il y a une justice. Ça veut dire quoi? C'est quelle justice? En fait, c'est la justice du FN qui dirige la France. Donc le FN envoie des fake news et c'est repris comme ça directement le matin. Europe 1 qui vous dit scoop. Scoop, scoop. Le monsieur qui dit s'est fait insulter, on a un scoop. Qui c'est? Qui est Carlos Martins Bilongo, l'homme qui s'est fait insulter? Ah là, on a un scoop qui vient d'arriver. Et c'est l'homme qui s'est fait battre par M. Bilongo qui nous dit que M. Bilongo est ami avec des islamistes, des terroristes. Attendez, quand même. C'est devenu très très facile de diffamer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Justement, on va réécouter. Moi, personnellement, Carlos, j'ai réécouté plein de fois. Parce que moi aussi, je me suis posé la question au début. C'est trop gros. Il n'a pas dit retourne en Afrique. Il parlait des bateaux, qu'il retourne en Afrique. Écoutez, j'ai réécouté. Réécouté avec des amis. On entend bien, retourne en Afrique. Ça t'est bien destiné. Alors, écoutez, vous mettez le son plus fort, les amis. La vidéo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Alors, on entend bien, retourne en Afrique. Je veux dire, même les amis députés qui ne sont pas de la même couleur politique que toi, les LR, on se sont levés d'un seul homme. Je veux dire, la majorité, tout le monde est choqué. Je veux dire, c'est pas même si les deux propos sont gravissimes, mais quand même, retourne en Afrique qui était directement destiné, Carlos, je veux dire, tout le monde est unanime, et d'ailleurs même l'Assemblée nationale a appliqué la plus lourde sanction concernant ce député. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une action judiciaire à entamer en ce qui te concerne? C'est du racisme pur et dur dans une assemblée où le racisme n'a pas sa place. C'est ça, mais malheureusement, l'institution de l'Assemblée nationale, on est, nous, régis par un règlement. On a un règlement intérieur et ça se limite à ça, la sanction. Et je comprends tous les Français, et même au niveau international, il y a du monde qui m'appelle, et les gens sont déçus de la sanction, parce que ce n'est pas assez. Mais moi, en tant que parlementaire, je m'en satisfais parce que c'est la sanction maximale. Ouais. Il devrait mieux démissionner, ce bonhomme, comme par exemple Maxime Remez, qui a démissionné à la suite des invectives et des insultes adressées à l'endroit de ses collègues, et pourtant, ce n'était pas aussi grave par rapport à ce qui vous est arrivé. Personnellement, non, mais il a écrit une lettre à Carlos en disant que ça lui était pas destiné. C'est bien. Non, mais il n'a pas demandé des excuses à Carlos. Non, il a dit qu'il ne s'excuserait pas. Maintenant, on est beaucoup plus. Mais dans son courriel, dans son mail, au départ, il dit qu'il met kill au pluriel. Mais je suis désolé. C'est pathétique. Mais même si c'est au pluriel, ça ne change rien à la chose. Le Front National, on est en France. Lisez-moi la phrase kill retourne en Afrique quand c'est au pluriel. C'est ça. Le français correctement. Et c'est ce qu'il m'envoie par mail au pluriel. Et ensuite, il se ravise. Il dit non, maintenant c'était kill que le bateau à un moment donné. Et un monsieur, si pour eux c'est totalement normal, pourquoi dès lors où Yann Braun privé dit qui a dit ça? La présidente de la. Qui a dit ça? Oui. Dès lors, ils font la mue. Ils font la mue parce qu'ils savent que c'est un propos grave et ils savent qu'ils m'ont attaqué directement. Vous voyez? Mais aujourd'hui, sur chaque plateau télé, on vient justifier et banaliser. C'est honteux. Vous vous sentez offensé, vous? Je me suis offensé. C'est une offense, c'est pas une insulte pour moi. C'est une offense. C'est une offense. Et en plus, ça insulte des millions de Français et des millions de personnes dans le monde entier. J'ai reçu des messages de partout. Vous savez ce qui est le plus regrettable? C'est que j'ai même pas de droit de réponse. Sur les plateaux télé, c'est eux uniquement.
Mais ce qui est regrettable, moi, ça me rappelle une affaire, celle de Julien Oudoul, qui était conseiller régional en Normandie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, en Bourgogne. En Bourgogne, exactement. Et qui, quand même, avec cette sortie qu'il avait fait il y a quelques mois, l'a propulsé médiatiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, diffamer, injurier, et puis ça vous propulse médiatiquement. J'appelle ça la promotion par le crachat. Exactement. Et ce monsieur de Fournas, moi, j'ignorais son nom, il était inexistant. De toute façon, quand vous sortez, en dehors de Marine Le Pen et de quelques-uns de ses lieutenants, on connaît globalement aucun de ses députés. Normal, et ce monsieur, tout le monde parle de lui. Maintenant, il a une tribune, il est invité, etc. C'est quand même juste scandaleux, quoi. Moi aussi, j'étais pas connu. Oui, c'est vrai. J'ai quand même fait des travaux. Absolument, et on va en parler d'ailleurs de tes travaux dans un instant. Monsieur a fait des travaux. Non, mais pour le coup, vous êtes connu aujourd'hui parce que vous avez été victime de cette attaque raciste. Lui, c'est parce qu'il a proféré cette attaque raciste. Aujourd'hui, je sais même pas si je suis victime. Ils sont en train d'inverser les rôles. Oui, c'est vrai. Carlos, je suis même pas au bureau, moi, de la sanction. On me reproche dans les mails, à cause de vous, il est sanctionné 2 semaines. Vous vous rendez compte? Mais moi, je suis quand même très étonné parce que c'est en deçà de la sanction. Parce que si on non, devait, par rapport à la loi de l'Assemblée nationale, c'est la même lourde sanction. Je sais bien, par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est la deuxième fois que ça arrive. Je sais que c'est donc l'ultime sanction, mais pour moi, sur un plan moral, je trouve que c'est pas suffisant. Mais moi, j'ai envie de poser une question simple, c'est que là. Chaque fois qu'on a affaire au Front National, il faut l'appeler Front parce que c'est un front politique. C'est un front. C'est un front militaire, ce n'est pas un parti. Il faut arrêter. Le rassemblement ne rassemble que les racistes. Donc ça règle la question. Quand on a affaire au Front National, moi j'ai fait un débat il y a 10 ans contre Le Pen, j'ai eu des centaines d'attaques de la part des frontistes. C'était un débat en direct, elle ne savait pas qui j'étais. Je suis entré dedans, elle n'a pas supporté. Et toute la racaille qui constitue cette organisation intervient. Là, il y a un raciste ouvert, un crétin congénital dont on ne veut même pas savoir quel est son passé. J'ai creusé un peu le passé du personnage, qui sort un propos. Quel que soit, il avec S, sans S, de toute façon, c'est raciste. Ouais. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, on a quand même l'extrême droite. En Italie. Mussolinienne, pardon du peu. On a l'extrême droite, du côté de Viktor Orban, c'est en Hongrie, c'est-à-dire que ça monte. En Suède. Et là, on a une Assemblée nationale qui disait qu'elle était normalement républicaine, c'est bien ce qu'on dit, qui voit un homme insulté, trop lâche pour assumer son propos sur l'instant, et qui finit par dire quoi? Qui finit par dire, mais je dis ils, eux, les autres noirs, pas lui. Alors on revient dans un instant avec Carlos Martins Milongo qui est avec nous sur France Maghreb 2. T'es parti quand même te reposer en Algérie, ça fait du bien. Enfin, pas te reposer. Il est retourné en Afrique. On y revient. Il est retourné en Afrique tout de même. On y revient dans un instant. Direct dans le LGF sur France Maghreb 2. Et je suis ravi de recevoir Carlos Martins Milongo qui est avec nous. J'aurais aimé te recevoir, évidemment. D'ailleurs, c'était prévu te recevoir pour totalement autre chose, mais on va en parler quand même. Bon, là, t'es au cœur de l'actualité. Voilà, j'invite vraiment quelqu'un que je connais, j'ai déjà été à ses émissions, Cyril Hanouna, d'arrêter de se comporter de la sorte avec toi. J'ai trouvé indécent, et je le dis en tant que moi, Christophe Roux, j'ai trouvé indécent dans la manière dont il s'est exprimé. Il s'est adressé envers toi. T'as 31 ans, te prends pas la tête avec tout ça. T'as 31 ans, t'es député, voilà, il est député, oui. Il a battu monsieur François Pupponi, ce qui n'est pas n'importe qui, d'accord. Il a été élu par des concitoyens que monsieur Hanouna donc a voulu insulter en travers de minimiser les choses. Pardon, hein, mais je vais le dire tel que je le pense. Quand il s'agit des Noirs et des Arabes, ça passe crème. Quand c'est d'autres communautés ou d'autres personnes, là c'est la vendetta. Donc faut qu'on arrête un petit peu ce 2 poids 2 mesures. Ça commence à suffire et ça commence surtout à se voir. Et c'est très ennuyeux. Donc Carlos, aujourd'hui, est-ce que tu vas déposer une plainte collective contre tous ces salopards, tous ces vendeurs de haine qui t'ont sali dans les médias depuis le début de cette affaire? Carlos, est-ce que tu vas te défendre? Est-ce que tu vas mettre ça dans les mains de la justice? Bien sûr, j'ai rendez-vous avec mon conseil demain après-midi. Ouais. Et aujourd'hui, ça continue, donc ça n'arrête pas. Donc il va y avoir des dépôts de plainte. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Alors si quelqu'un d'entre vous a une question là-dessus, avant qu'on passe à autre chose, parce que moi j'ai quand même envie de parler. Il faut d'abord nommer les choses. Ouais. Un raciste fasciste est un raciste fasciste. Bien sûr. Le crétin qu'il a insulté, non seulement mériterait, mais il a l'immunité parlementaire d'être poursuivi. Attention à la diffamation, Gabin. Non, je le dis. Crétin qu'il a insulté, je maintiens. Moi, je n'ai aucun problème avec l'extrême droite. Je leur parle dans les yeux, je les méprise. Quand je vois que Bardella, monsieur d'origine italienne et apparemment algérienne, d'après ce que j'ai entendu, nous sert l'extrême droite comme si c'était un parti normal. Quand je vois que cette crapule de Soral qui a une haine totale des Noirs, on se rappelle dans la Soral avec cette sortie, a pu s'exprimer pendant quasiment 20 ans sans être inquiété. Quand je vois que maintenant un imbécile à l'Assemblée nationale ose parler comme ça, il ne pourra pas me poursuivre parce que c'est lui qui est en tort. Eh bien, il faut être clair aujourd'hui. Où on nomme les choses telles qu'elles sont. L'extrême droite a été fondée, et il faut le rappeler, par des anciens Waffen-SS.
d'accord, par des anciens de la collaboration, ne jamais l'oublier, par les anciens pétainistes évidemment, par les anciens de la guerre d'Algérie. Donc c'est un parti fondamentalement raciste. Et quand ce type, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu à propos de dire « retourne dans ton pays », c'est ça le propos qu'on utilisait en 70 contre les Noirs et les Arabes, quand il le dit à l'Assemblée nationale et qu'il n'est pas inquiété, et pire encore, que la victime du propos raciste est inquiétée, et qu'il a fallu quand même une vague assez lente pour se rendre compte dans l'Assemblée tellement ils étaient médusés que le propos était ouvertement raciste, eh bien il faut nommer les choses. Cet homme est un raciste, un fasciste et il mérite d'être poursuivi. Il ne sera pas poursuivi avant la fin de son mandat, c'est vrai. Peut-être que la fin interviendra avant, qui sait, avec la dissolution. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il faut être solidaire des victimes. On est en train de salir ce monsieur qui est une victime d'un raciste et on ne s'interroge pas sur ce qu'est le raciste qui a eu des propos à l'époque très tendancieux. Je ne reviendrai pas dessus. Vous les retrouvez sur Internet. Carlos, aujourd'hui, ce qu'on peut dire là, avec tout ce qui se passe te concernant, en cas de dissolution, la LFI peut pas faire autrement que de t'investir directement là pour le coup. C'est clair. Hein, Carlos, on est d'accord? Non, mais de toute façon, la question ne se pose même pas. On n'est pas sur ce champ-là. Ouais. Mais, il a bossé, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais vous avez bossé pour y être. Non, le groupe me soutient. Voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, en tout cas... Juste si je peux me permettre, Christophe, surtout, moi, évidemment, Gamal l'a dit et il a raison de le rappeler, aujourd'hui la victime c'est Carlos. Voilà, c'est personne d'autre. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas inverser les rôles. Ouais. Je voudrais juste quand même rappeler pourquoi on en est arrivé là, à ce niveau de banalisation, à cette décomplexion finalement du racisme. C'est parce que ceux qui sont à première vue pas racistes, là je parle de la masse générale, hein, que ce soit des médias, etc., c'est qu'on a laissé se banaliser ce racisme-là. On l'a laissé se propager, notamment par des discours qui, à première vue, ne sont pas les discours dont a été victime Carlos, mais il faut le dire, il y a un racisme, au-delà du racisme primaire, celui dont on parle aujourd'hui, il y a un racisme sous-jacent, un peu plus insidieux, un peu plus sournois, qui existe aujourd'hui dans la société, et qui, je ne veux pas minimiser évidemment l'attaque qu'a subie Carlos, mais il y a un racisme aujourd'hui beaucoup plus sournois qui impacte davantage celles et ceux qui le subissent. Il les impacte notamment en les empêchant d'obtenir une promotion, qui leur barre la route à l'entrée d'une discothèque ou d'un restaurant ou d'un hôtel ou que sais-je encore. Mais voilà, c'est ce racisme-là qui est commis par ceux dont on ne soupçonne même pas qu'ils pourraient être racistes, parce que à tel point que leur discours est enrobé de bienveillance, de paternalisme, mais en réalité, ils cachent un racisme sous-jacent et sans doute qui tire son histoire dans un certain colonialisme. J'ai envie de dire un témoignage direct, d'accord ? J'ai fait embaucher une fille d'origine africaine, qui a une place, elle est tranquille et peinard, et ça fait plaisir, qui bosse très bien d'ailleurs, il faut le rappeler, parce qu'elle a des compétences extraordinaires. Et on lui a posé la question, comme ça de façon faussement naïve, on lui a dit, mais si vous n'aviez pas travaillé dans cette entreprise, donc c'est une entreprise de bâtiment dans laquelle j'ai placé, est-ce que vous auriez trouvé ailleurs ? Elle m'a dit non, c'est plus difficile. Et on lui a posé une question encore plus directe, mais est-ce que vous trouvez que vous aurez plus de mal en tant que noir par rapport à un arabe ou une arabe ? La réponse était claire et sans équivoque. Elle a dit non, c'est plus dur pour nous parce que les arabes, ils peuvent se grimer, ils peuvent changer leur nom, ils n'ont pas forcément la peau sombre, donc ça passe mieux. C'est vous dire le niveau de haine qu'il y a dans ce pays par rapport à des minorités visibles. Et on parle bien de minorités visibles. Et moi, j'ai envie de dire, c'est là où j'aimerais avoir la fin de propos de monsieur qui est venu aujourd'hui, j'aimerais que vous disiez ce que vous vouliez dire par rapport à ce bateau de migrants de migrants. Oui, parce qu'il n'a pas pu finir sa question. Voilà, ça m'intéresse de connaître la fin de cette question. La question qui était adressée donc au gouvernement, si ça avait été un homme blanc, pour le coup, il aurait pu finir sa question, il aurait pu avoir la réponse. Vous, non seulement vous n'avez pas pu finir votre question, c'était votre première question à l'Assemblée nationale, et vous n'avez pas eu de réponse, et en plus vous avez subi un torrent d'insultes. C'est quand même hallucinant. Carlos, qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce que j'ai commencé par tutoyer, je vais arrêter, je ne vais pas commencer à changer en pleine interview. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carlos, pour la fin de la question, concernant cette ONG, et concernant justement ces bateaux, et pour Monsieur de Fournas, des bateaux qui transportaient aussi des enfants, faut le dire, et rappeler peut-être, mais ça il en a rien à foutre. Carlos, qu'est-ce que tu voulais poser comme question au gouvernement ? J'ai eu un début de réponse, je ne sais pas si vous avez suivi jeudi matin avec le ministre Darmanin. Ouais. Ma question c'était claire. Le bateau est à proximité des eaux et de l'Italie. Donc, il y a des femmes, des enfants, des femmes enceintes,
des hommes, des gens en très grande détresse, des gens qui sont malades. Ça fait maintenant 16 jours que ce bateau est en mer. Le droit de la mer n'est pas respecté. Et les conditions météo. Les conditions météo qui se dégradent. C'était comment la France va-t-elle obliger l'Italie à respecter les droits de la mer? Comment la France va collaborer avec la nouvelle première ministre italienne qui dit qu'elle ne veut pas recevoir de migrants africains? C'était ça ma question. J'ai eu un bout de réponse, comme je vous ai dit, vendredi matin à la radio. Et Gérald Darmanin a dit que oui, il est en discussion avec son homologue italien, que les bateaux vont arriver en Italie et qu'ensuite il y aura un dispatchage des migrants entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Très bien. Et aujourd'hui, je reçois des mails d'SOS Méditerranée. La situation n'a pas évolué. Et aujourd'hui, même moi, c'est super triste parce qu'on parle de moi, de l'insulte que j'ai reçue, et on me demande d'expliquer, etc. Passer à la trappe. Mais on parle d'un bateau où les gens sont en très grosse détresse. Absolument. C'est ça le plus important. Absolument. SOS Méditerranée, c'est pas Carlos Bilongo. C'est une question de vie ou de mort. Et là, on parle de deux fournasses, on explique son propos, on est sur un plateau de CNews, on parle même pas du bateau. C'est fini le bateau pour eux. Les gens, on les a éliminés. Ça occulte totalement le propos initial, en fait, effectivement. Alors, Carlos, je devais te recevoir le soir pour parler de quelque chose sur lequel tu as travaillé, parce que contrairement à De Fournas, tu travailles, toi. Et tu travailles donc sur l'affaire des crânes. Qui ont été restitués à l'Algérie par la France, sauf qu'il y a souci concernant ces crânes. Et tu es parti en Algérie. Quoi faire là-bas? Souci, non. Enfin, il y a souci, apparemment, d'après la presse américaine qui a révélé cette affaire, que quelques-uns des crânes n'étaient pas des crânes de combattants algériens, voire même pire, ça serait même des crânes de combattants français. Ça, c'est pas l'objet de mon séjour. C'est la polémique aussi qui a été révélée par la presse américaine. C'est pas l'objet de mon séjour. Oui. Moi, alors c'était quoi l'objet de ton séjour? Moi, c'est déjà une visite de courtoisie pour pouvoir avoir plus d'informations sur la proposition de loi que j'ai déjà déposée, qui concerne les crânes algériens qui sont au musée de l'Homme à Paris. Il y a eu une restitution temporaire de 5 ans, de 24 crânes. Donc c'était important pour moi d'aller au cimetière Al-Elia, au Carré des Martyrs, pour aller voir où se trouvaient les sépultures des 24 crânes restitués temporairement. Voilà. Donc j'ai vu qu'ils ont des tombes, etc. J'ai informé mes homologues avec qui j'ai échangé que c'était une restitution temporaire, comme le stipule ma proposition de loi, et qu'on devrait aller, la France, en tant que nous, les parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale, pouvoir légiférer, donner un cadre pour pouvoir faire une restitution définitive des crânes algériens et des crânes restant aussi toujours au musée. Voilà. Il y a eu une restitution de 24, il en reste toujours au musée de l'Homme. Voilà. C'est ça l'objet. Et ça, c'est Carlos Martins Bilongo qui est à l'origine de ce... Eh bien, je l'en félicite largement et c'est une question qui nous intéresse, que je suis d'origine algérienne, effectivement. Je vous félicite, franchement. C'est courageux et je rappelle quand même le côté l'ignominie du musée de l'Homme. Je rappelle tout de même à titre indicatif, un peu comme la Vénus Hottentote, que ces gens gardent ces crânes comme des trophées. Le niveau de barbarie, je crois, à ce niveau-là, il est atteint. C'est comme si nous, les Algériens, nous avions gardé des crânes de militaires français pour les exposer comme des animaux, des trophées. C'est intolérable et je vous félicite pour ça. Vous êtes courageux et je vous soutiens à 1000%. Si besoin, on peut discuter, mais vraiment, c'est un combat qui mérite d'être mené pour l'Algérie, mais pas seulement, pour l'Afrique en général. L'accueil en Algérie, Carlos, pour tout le monde, parle ou pas? Je pense d'abord, le combat, c'est pour tout le monde. Même pour moi, en tant que Français, j'ai 31 ans. Je veux pas qu'en France on ait des crânes dans le musée. C'est pas possible. L'image est un peu dégueulasse, quoi. Même les enfants qui arrivent encore demain, qui ont 15 ans, 20 ans, il y en a plein qui savent pas ça et qui ne veulent pas. Tout à fait. Ma France à moi, il n'y a pas de crâne algérien dans un musée. Une question, Carlos, par rapport à ces crânes, est-ce qu'ils sont anonymes ou ils sont carrément identifiés? Ils sont identifiés. Il y en a qui sont identifiés. Il y en a, des pas anonymes. Pas tous. Oui. Ouais, justement, gamin, c'est la raison pour laquelle je pose la question. La plupart d'entre eux sont identifiés parce que c'était des résistants. Alors, précise bien, c'est pas les résistants de la guerre d'Algérie. Non, mais c'est les résistants de 132 ans d'occupation, dont surtout les gens de ce qu'on appelait la Smalade, les milliards del Kader. Donc, c'est ceux-là qui ont été effectivement martyrisés, tués, à qui on a coupé la tête et qu'on expose au musée de l'Homme. Ouais, c'est absolument dégueulasse comme image. L'hospitalité algérienne, mon cher Carlos, tu la confirmes? Bien reçu, bien accueilli. Vous avez été soutenu moralement ou pas par les parlementaires algériens?
Est-ce que vous avez été soutenu par rapport à l'incident? Je vais venir. D'accord. C'est hospitalité déjà pour commencer. Franchement, déjà, je remercie le consul général de Paris pour l'obtention du visa de manière rapide. C'était déjà prévu que j'aille en Algérie avant l'incident. C'était déjà prévu. Et j'ai pas voulu y déroger par rapport au calendrier médiatique. Je voulais que mon calendrier législatif reste en place. Et franchement, ça fait chaud au cœur, l'accueil que j'ai reçu en Algérie. Ils ont été bienveillants. Dès que j'ai mis un pied à l'aéroport d'Alger, tout a été mis en place pour me mettre dans les meilleures dispositions. Et franchement, je remercie le peuple algérien pour l'accueil. C'était vraiment magnifique. Ensuite, au niveau des autorités et mes homologues, pareil, j'ai été reçu à l'APN. D'accord. Et il y a eu des ovations, par exemple, quand vous êtes rentré? Ovations, non. D'accord. Ovations, non, parce que c'était une visite de courtoisie, c'est pas une visite officielle. Non, mais j'entends par là, ils étaient vraiment au courant ou pas du tout? Parce que... Oui, est-ce que l'affaire a traversé la Méditerranée? Oui, d'accord. J'ai vu quelques médias, donc bon, quand on arrive en Algérie, un député français arrive en Algérie, la France insoumise, tout de suite... c'est pas anodin, c'est clair. C'est pas anodin, donc tout le monde est au courant. Mais voilà, j'ai eu vraiment l'accueil qu'il fallait. Et les Algériens étaient très touchés de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu. D'accord. Ils sont aussi très touchés du combat que je mène et ils m'encouragent pour ça. Et ils ont fait des parallèles avec le fait que l'Algérie soit et fut pendant quelques années la Mecque des révolutionnaires. Tout à fait, 70. Et ils ont eu vraiment des propos très élogieux et je reviens renforcer l'Algérie. Et j'encourage. On sent que ça t'a fait du bien, Carlos. Aller visiter l'Algérie. On sent que ça t'a fait du bien. Hein. Un peu d'huile d'olive, un peu d'arolo, mais c'est reparti. Hein, comme quoi, finalement. Et l'hospitalité algérienne qu'il est plus à démontrer. Pays surtout qui a fait ses preuves. La Mecque des révolutionnaires, c'était les Black Panthers qui étaient là-bas. C'était l'ANC qui était là-bas. C'est une lutte contre l'apartheid. Mandela qui s'entraînait là-bas. La rue Patrice Lumumba. Tout à fait, Lumumba. Tous les héros de l'Afrique sont représentés là-bas. L'Angola, Absolument. Tout à fait. Avant la décolonisation, ils sont passés. Le Tché est passé par là. Tout le absolument. Le Tché, absolument. Alors, pour l'affaire des crânes, justement, mon cher Carlos, tu demandes donc à ce qu'ils soient restitués de manière définitive. On en est où dans cette affaire? Ma loi, la proposition de loi est déposée. Ouais. Ensuite, il faudra la mettre à l'ordre du jour en commission. Ouais. Et ensuite, on débat dans l'hémicycle. Il y a aussi une sénatrice qui a posé une question au gouvernement il y a 2 semaines. Oui. Super intéressante. Une sénatrice Modem. Oui, que j'ai reçue la semaine dernière. Ah, oui, bien. Absolument, monsieur. Tu vois, on travaille, nous, ici. Super. Tu m'as pas reçu moi, mais... voilà. Remplacement. Pour te dire la vérité, le jour où je devais te recevoir, j'ai appelé après la sénatrice qui a accepté tout de suite. Donc elle nous a relayé cette question qu'elle avait effectivement posée. Super. Et elle est très mobilisée par rapport à cette affaire. Voilà. Donc, alors, on en est où? Je veux dire, est-ce que la France va décider de restituer de manière définitive et d'arrêter d'exposer des crânes dans un musée, ce qui est absolument dégueulasse? On va le voter et les Français pourront savoir qui a voté. Quoi. Ça nécite un vote à l'Assemblée, c'est ça? Oui, c'est voté. Oui. Une fois que ça sera mis à l'ordre du jour. Ouais. Après, il faut que ce soit d'abord des questions parlementaires. Il y a déjà un calendrier jusqu'à janvier. Là, c'est le président de la République qui... Non, c'est l'exécutif. C'est l'exécutif. Non, ça n'a rien à voir. Le choix du calendrier. C'est quand même l'exécutif qui a la main sur le choix du calendrier. Le choix du calendrier avec la présidence du gouvernement, avec la présidence de l'Assemblée. Mais bon, là, pour l'instant, on est figé jusqu'à janvier. Il y a plusieurs textes qui vont arriver. Loi immigration, etc. Il va y avoir du boulot, Carlos. Il va y avoir du boulot, beaucoup de boulot. Est-ce que possible dissolution avant? Justement, j'ai une question quand même. Tout à l'heure. Gustave, on allait en parler. Avant d'évacuer ça, qui a eu l'idée de vouloir en finir avec cette infamie des crânes? Qui a eu l'idée en France Insoumise? Non, mais c'est pas de moi. Hein. Ah, bon alors. C'est porté. Ça vient de vous? Ah oui. C'est lui. C'est lui. Avant que je sois. C'est Carlos qui est à le. Voilà. J'ai travaillé avec. C'était un combat que tu menais déjà. Je travaillais avec une association pendant le confinement où on faisait de l'aide alimentaire sur Bobigny. Et ça s'appelle le Grand Maghreb. Et l'association du Grand Maghreb m'avait dit Carlos, moi je suis militant associatif, donc militant associatif, etc. On vient pour récupérer des colis, faire des distributions. Et un jour, entre 2 distributions, il me dit regarde, tu sais ce qui se passe et tout. Au musée à Paris, il y a des crânes et tout. Et je dis ouais, il m'envoie les éléments sur WhatsApp. Ensuite, je reste chez moi, je bouquine un peu et tout. Et je me dis, putain, c'est incroyable ce qui se passe. Et 2 ans après, je suis élu député. Et dès que je suis élu député, on s'appelle avec Abdel et Ahmed, on se voit tout de suite et on dit, allez, ce qu'on avait évoqué quand j'étais militant associatif. Aujourd'hui, je suis député.
Et on va aller au bout des choses. Et c'est ma première proposition de loi que j'ai déposée individuellement. Et tes collègues de la France Insoumise là-dessus, ou de la NUPES, te soutiennent? J'ai eu vous savez, quand on fait une proposition de loi, vous pouvez faire des co-signatures. Ouais. J'ai la co-signature du groupe. On a une réunion de groupe à ce sujet-là. Certains n'étaient pas informés. Ouais. Tout le groupe a co-signé. J'ai quelques élus en dehors du groupe ELV, j'ai quelques élus socialistes et communistes. Ouais. Et puis voilà. Et ensuite, il faut savoir aussi que j'ai échangé la semaine dernière avec Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Voilà. En tant que sénateur. C'est lui qui appelle là peut-être? Non, c'est pas lui. C'est le Grand Maghreb. En tant que sénateur. On les salue, le Grand Maghreb. En tant que sénateur, il avait déjà évoqué cette question-là quand il était sénateur en Essonne, des crânes algériens. Et donc lui m'a dit c'est magnifique l'histoire. C'est que en tant que sénateur, plus jeune sénateur de France, j'avais déjà évoqué les crânes algériens. Et aujourd'hui, quelques années après, c'est un des plus jeunes députés de mon équipe qui fait le relais. Une grande symbolique. Voilà. Ouais, une grande symbolique. Et même pour les Algériens. Ça ne devrait pas poser problème. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une politique française. La France est engagée donc pratiquement à apaiser les relations un peu tendues entre l'Algérie et la France. Et je pense que vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. C'est quand même des le compte-gouttes. Hein. Non, ça va se faire. Ça va se faire parce que ça rentre dans le cadre de l'apaisement. Non, ça rentre dans le cadre de l'apaisement des relations franco-algériennes. Vous allez voir que ça va se faire. Oui, le timing est bon. Oui, mais la question que je pose, le timing est bon. Mais moi, ce qui me choque, c'est comment on peut donner le compte-gouttes, une chose qui aurait dû être réglée une fois pour toutes. Bien sûr. On ne connaît pas les dessous de cette histoire. Ouais. Peut-être que Carlos connaît plus ou moins les dessous. Mais parce que là, on est en train de marchander un peu avec l'Algérie. Parce que on est en train de marchander quelque part, mais toujours est-il que ça va se faire. Il faut pas être pessimiste, je pense. Ça va se faire et Carlos viendra nous raconter, Carlos là donner la bonne idée, j'espère. À l'issue de son travail. Carlos, est-ce que tu redoutes une nouvelle question au gouvernement ou pas? Aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es? Tu as fait ta première question au gouvernement, on sait ce qui s'est passé. Est-ce que tu redoutes la prochaine? Je ne sais pas. Je redoute oui, parce que aujourd'hui, le bateau est toujours en mer, est bloqué. C'est ça le plus grave. Donc ça me désole en fait. C'est clair. Il faudrait revenir à la charge. Hein. Il faut pas être intimidé par qui que ce soit. Parce que le Front National, moi je l'appelle toujours Front National. Hein. Pour moi, c'est un parti paria qui veut se donner une image respectable de républicain, ce qui n'est pas le cas. On l'a vu avec ce soi-disant député de la nation qui ne respecte pas son collègue parce qu'il est différent physiquement ou d'origine, on va dire. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas leur place dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, même s'ils ont été élus. Mais il est tellement haineux, le mec, qu'il était incapable de se contenir. Il a éructé comme un sauvage. S'il avait un peu de dignité, il démissionnerait. Mais moi, c'est un peu de dignité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi cette recherche du buzz qui pousse à faire ce genre de choses. Peut-être que c'était impulsif, pas du tout sûr. Mais il y a aussi une manière, c'est sorti naturellement, une manière permanente là de rechercher le buzz par tous les moyens. Mais s'il avait voulu le revendiquer. Non, c'est dans les gènes, dans les gènes du Front National. Le Front National a été créé sur la base d'un sentiment raciste. Il faut jamais l'oublier. Même si on impute la création du Front National à François Mitterrand pour des calculs politiques, mais c'est une réalité française, il ne faut pas le nier. C'est une réalité française. Il y a une frange de la société française qui n'accepte pas l'évolution de ce monde. La France a évolué, le monde a évolué, on n'arrive pas donc à assumer ce changement qui est là. Mais je crois pas que ce soit autre chose qu'une réaction. Il a irrité. S'il avait assumé, s'il avait voulu son buzz, il aurait revendiqué. De manière générale, je suis d'accord avec toi. En général, un vrai raciste quand il parle. Quand on dit retourne dans ton pays, oui, il y a des relents. C'est un relent immédiat. Voilà. On sent bien qu'après il se cache. Alors, on a Carlos qui est avec nous. Ça vous dérange pas? Ah oui, pardon, Carlos. Tu sais, les mecs, ils sont en train de débattre tranquille. Il y a Carlos qui est là. Il est député de la République, lui au moins. D'ailleurs, vous l'aviez vu quand il a parlé? Vous l'avez pas vu? Quoi, on l'a pas vu? Si, mais je sais pas c'est lequel. Je cherche un peu, je regarde pour savoir. Ah, mais vous n'avez pas vu? Oui, j'ai vu. Il vous a pris, on va dire. Il a activé. Voilà, il vous a pris vraiment par surprise parce que vous posiez la question, puis à un moment donné, vous avez dit non. Je crois que vous avez dit non. Non, c'est pas du tout ça. Il a dit pas du tout. Voilà, vous avez dit pas du tout. Christophe, si je peux me permettre juste. En plus, il a été lâche, il s'est caché derrière ses collègues pour vous invectiver. C'est ça. Et après, parce qu'il a été acculé donc à se dénoncer. Et puis, on voit bien aussi que le Front National, ses collègues, ne vous ont pas soutenu. À ma connaissance, il n'y a aucun des membres. Pardon ? Qui l'a pas soutenu ? Aucun Front National, mais c'est logique. Personne n'a demandé des excuses, par exemple, à Carlos. C'est ça, Carlos ? Ils peuvent pas demander, c'est grossier là quand même. Non.
Non, parce que si c'est individuel, comme ils le disent... Mais même collectif, c'est raciste. raciste. On parle d'un acte individuel. Oui, mais c'est raciste dans tous les cas. Non, mais c'est vrai, on parle d'un acte individuel. Mais pour moi, c'est un acte collectif. Pourquoi? Parce que les députés du Front National ont soutenu leurs collègues en sortant lors du vote de l'Assemblée nationale. Hein, Carlos, je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. Si je peux me permettre, Christophe, très, très brièvement, moi, on s'est déjà croisé avec Carlos, mais on n'a jamais eu l'occasion comme ça de discuter. Et on voit bien qu'il est quand même un élu un peu différent. C'est-à-dire dans la manière d'amener les choses, dans la manière de défendre. Tu l'as dit, du milieu associatif, etc. Et on manque aujourd'hui, dans la classe politique, de gens comme ça, en fait. Et moi, je veux dire aux auditeurs qui nous écoutent, qui sont aussi potentiellement des électeurs, élisez des gens comme ça, des gens qui sont... Des gens qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent d'une part, mais surtout qui vivent le quotidien que vous vivez. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a quand même tout un tas de professionnels de la politique qui se sont emparés de tous les sièges, de tous les titres, et qui aujourd'hui font tous la même chose, peu importe leur camp, bien souvent. Et le fait d'avoir un député un peu différent dans la manière de faire de la politique, j'entends, c'est, je pense, une valeur supplémentaire pour la démocratie et pour la République. Et en plus de dire à Carlos, retourne en Afrique alors qu'il n'y est même pas né, franchement. Hein, oui, là, franchement. Mais bon, je pense grossier, que après, bon, c'est grossier, mais une chose qui est certaine, là, c'est pour ça que je le remercie, parce que il y a des gens qui viennent du milieu associatif, en général, qui sont pas riches, et qui arrivent pour défendre des causes. Et là, il a maintenu sa position au moment où il a été élu jusqu'au bout. Donc en cela, il faut le remercier. Et puis de l'autre côté, quand un facho parle et qui dit n'importe quoi comme ça, qui vomit sa haine, il faut être très clair. Condamnation totale, pas de négociation. Alors, deux petites questions pour terminer. Oui, Carlos, je t'en prie. Voilà, je remercie pour ton message. Ça fait plaisir. Et voilà, quand on est un acteur politique différent, on se fait attaquer, on se fait taper dessus. Ça gêne. Aujourd'hui, il y a une grosse cabale. Je vais l'évoquer parce que quand c'est lors de l'Aïd, avec les maires de ma circonscription et l'ancien député, le maire et le député passent avant la prière pour dire bonne fête aux concitoyens et fidèles musulmans de la circonscription. Normal et courtois, ce qui est normal. Normal et courtois. Aujourd'hui, je subis des attaques de militants d'extrême droite qui m'insultent, des menaces de mort, parce que Carlos Bilongo est passé au moment de l'Aïd, dire bonne fête, comme l'a fait de façon républicaine le maire de la commune, l'ancien député aussi l'a fait. On peut même monter, hein. Macron avec récemment pour les 100 ans de un Paris. républicain, c'est un républicain de dire bonne fête aux Français. C'est fait partie de là, voilà. On est la République, c'était un message républicain. Et aujourd'hui, je me fais insulter de tous les noms. Mais c'est parce que c'est Carlos Milongo parce qui que le fait. Le maire de la commune de la même commune était là aussi avec moi. Oui, il ne compte pas lui. Lui, il n'est pas insulté. Il a la bonne couleur, quoi, c'est tout. Mais Carlos Bilongo, là la question. Pourquoi Carlos Bilongo est insulté? Pourquoi Carlos Bilongo c'est un crime? Et pourquoi quand c'est monsieur le maire, ce n'est pas un crime? Je ne pense pas qu'ils aient accepté l'idée que vous soyez député. Mais il faut savoir que c'est la démocratie, il faut savoir que dans ma circonscription... Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Quand on se rappelle par exemple de Gaulle qu'on qualifie de grand président, lui aussi il était carrément raciste. Il avait dit, à l'époque de l'Algérie française, il avait dit il est hors de question que des hommes en burnous siègent dans l'Assemblée nationale. Ça reflète un peu cette idée primaire du racisme, vous voyez. Il n'y a pas sur les amis là. Carlos, petite question avant de te laisser partir, parce que je sais que tu es très sollicité. Je te remercie encore d'être venu ici sur France Maghreb 2. J'espère que tu reviendras nous annoncer des bonnes nouvelles concernant les crânes justement restitués à l'Algérie, que ça soit définitif et que la totalité des crânes soit restituée. C'est tout le travail qui t'anime. Aujourd'hui, a priori, on parle d'une possible dissolution. Ça serait acté, ça a été invoqué dans le journal du dimanche hier. Reste à savoir quand. Tu es pas plus inquiet que ça? Tu es prêt à repartir en campagne s'il le faut, maintenant, tout de suite? Moi, ça va, je suis pas plus inquiet que ça. Aujourd'hui, ils ont une majorité relative. Ils gouvernent à coup de 49-3. Nous, on répond à coup de motion de censure. Et je pense qu'ils ont une épée de Damoclès sur la tête, parce que si les Républicains posent une motion de censure, il y a risque de dissolution, bien sûr.
Donc aujourd'hui, je ne sais pas à quoi joue le gouvernement. C'est juste des menaces pour faire peur aux Républicains. Avec Aminsa, élu à la Courneuve, avec Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Smaïn Tefour, aussi journaliste. Et on remercie encore une fois Carlos d'être venu, Carlos Martin Milongo, qui va boire un petit café, voilà, rester un petit peu avec nous. Et justement, on va encore parler de cette affaire, si vous le voulez bien, dans la battle, s'il vous plaît. On y va. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Alors évidemment, on parle de la sanction de ce député RN qui a été prononcé au lendemain de l'incident raciste à l'Assemblée nationale concernant et à l'encontre de Carlos Martins Bilongo. Est-ce que vous trouvez que la sanction est suffisante? Donc on rappelle, c'est 15 jours durant lesquels le député ne pourra pas se rendre physiquement à l'Assemblée nationale. C'est une réduction de salaire durant 2 mois. Ça fait la deuxième fois que ça arrive, que cette sanction, est la plus lourde d'ailleurs, est prononcée à l'encontre de ces députés. Donc on reconnaît quand même un propos raciste pour le coup au travers de cette sanction. Ah oui. Est-ce que vous trouvez que cette sanction est suffisante? C'est la question que l'on vous pose. Vous êtes 71% à dire non. Gamal Abina, est-ce que cette sanction, voilà, qui correspond au statut de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle te suffit aujourd'hui? Alors, on regarde les lois de l'Assemblée, elle paraît suffisante, mais elle ne l'est pas évidemment parce que les propos racistes tombent sous le coup de la loi et c'est un propos raciste. Par contre, je tiens à souligner que tous les médias qui ont ergoté pour savoir s'il avait dit il avait qu'un S ou sans S, dans les deux cas c'est raciste, mais surtout s'il y a sanction, c'est qu'il y a faute. Et s'il y a faute, c'est que l'Assemblée a considéré que cet homme était un raciste et qu'il mériterait d'être poursuivi. Alors il ne peut pas être poursuivi, mais en revanche, il sera peut-être poursuivi après son mandat. Ouais, donc pour toi, au regard de l'Assemblée nationale, ça te convient? Ah non, ça ne me convient pas. Au regard de l'Assemblée, oui. Oui. Dans les faits, pour nous, non, ça ne me convient pas. Oui. Amine. C'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'au regard comment dire, des contraintes liées au fait que les députés bénéficient quand même jouissent de l'immunité, notamment et à plus forte raison quand ils sont dans l'hémicycle, quand ils tiennent des propos dans l'hémicycle. Donc ça, c'est la première chose. Mais évidemment, ce qu'il faudrait, c'est que pour un certain nombre de délits comme ceux-là, il faudrait que l'immunité puisse être levée, même en cours de mandat, pour permettre que la justice puisse passer. Parce que, qu'est-ce qui se passe sinon? Ce qui va se passer, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, notamment parfois pour pouvoir juste faire le buzz et exister, vous le savez, je ne sais pas si vous savez, la plupart des députés, ils sont très peu connus. Vous avez essentiellement une cinquantaine, une petite centaine allés dans l'hémicycle qui jouissent d'une certaine notoriété. Et on le voit souvent d'ailleurs quand on est dans les questions au gouvernement, ils viennent tous s'agglutiner derrière celui qui pose la question pour apparaître à l'image, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes, voilà, pour essayer de gagner un peu en notoriété, ce qui est absolument idiot, puisque c'est pas pour ça qu'on les désigne en tant que députés. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que l'immunité ne puisse pas servir en tout état de cause. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle soit limitée uniquement à l'exercice de la fonction et non pas dans la liberté de l'expression du député qui, de fait, jouit d'une impunité totale. Mais ça fait... Non, mais c'est quand même... J'aimerais écouter Smaïn, si tu permets. Non, Christophe, 2 secondes. Ça fait peur. Ça fait peur. Ah, Christophe. C'est ce type-là qui doit voter les lois, je rappelle quand même. Smaïn Tefour, il faut qu'il les respecte avant de pouvoir les cette sanction te convient? Je suis invisible aujourd'hui. Non, mais ça, c'est la force des choses. En fait, oui, pardon, Christophe, tu me posais la question. Laquelle, s'il te plaît? Est-ce que la sanction qui a été prononcée à l'encontre du député de Fournas, donc du Rassemblement national, est-ce qu'elle te convient, la sanction à l'Assemblée nationale? Non, franchement. La sanction la plus lourde. Non, je sais bien, c'est par rapport donc au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc ils ont été carrément tapés fort au regard justement de cette réglementation. Mais à mon sens, il faudrait quand même revoir les statuts de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en termes de sanctions. Il faudrait revoir ces sanctions. Pourquoi? Parce que si à l'avenir que des choses, des incidents de la sorte se reproduisaient, on sera carrément dans l'infâme. Pourquoi dans l'infâme? Parce que là, il y a si tu veux, une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Il y a donc maintenant des élus des minorités françaises, on va dire, d'origine étrangère. Et ma foi, donc, il faudrait donc agir en conséquence et mettre en place un dispositif de sanction qui soit à la hauteur, justement, des défis qui se posent à l'institution qu'est l'Assemblée nationale.
Très bien, vous êtes 71% à dire non, que cette sanction ne suffit pas au regard de la gravité des choses, évidemment, durant cet incident raciste à l'Assemblée nationale. Voilà, une battle qui n'en est pas une finalement, puisque tout le monde est plus ou moins d'accord. Ça reflète le résultat du sondage. Bah oui, absolument. Autre sujet de discussion qui est très important, messieurs dames, vous savez que dans un instant, dans 2 jours, pardon, je crois que c'est 2 jours, hein, les élections mi-mandat aux États-Unis. Le 8, c'est demain normalement. C'est demain. Voilà, donc c'est 2 jours. Et on voit évidemment tous ceux qui étaient en meeting, à savoir Barack Obama, Joe Biden qui a retrouvé le chemin. Il a un peu perdu. Donald Trump qui est toujours là, plus que jamais. Et la question est la suivante. Et là, je m'adresse à Gamal Abina, parce qu'il est très investi sur le sujet. Mais vous pourrez évidemment réagir, Amine et Ismaïl, ne vous inquiétez pas. Je suis investi tout autant, hein, Christophe. Oui, absolument, absolument. Tout autant. Est-ce que Gamal, les résultats des élections mi-mandat aux États-Unis, et on peut largement entrevoir une possible victoire des Républicains cette élection mi-mandat, est-ce que ça pourrait changer l'issue de la guerre en Ukraine, Gamal? Alors tout à fait, parce que le courant trumpiste, parce que les républicains ne sont pas des faiseurs de paix, pas non plus délirer, mais le courant trumpiste chez les républicains est anti-guerre. C'est un courant isolationniste qui commence à regretter les dérives économiques qui commencent à se voir par rapport aux États-Unis sur la question économique. Ça ne se passe pas bien. Il y a une dérive par rapport à la réussite de Trump sur 4 années. Et donc, comment ? Il y a un coût réel. Oui, il y a un vrai coût. Il y a un coût pour la guerre, il y a un coût pour le budget américain, il y a un coût pour l'économie réelle de l'Amérique, et on ne sait pas où on va. Donc eux sont contre, et surtout, même dans le camp de ce monsieur Biden, qui est un battant en guerre, je l'ai dit dès le premier jour à son élection, dans son camp, il y a 30 députés qui ont demandé, enfin 30 sénateurs, qui ont demandé à ce qu'on revoie la copie sur l'Ukraine. Absolument. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il va perdre. Évidemment qu'il va perdre. La question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi les Américains vont lui dire non. D'abord parce qu'il est parti sur une guerre inutile alors qu'il aurait pu le négocier. Ensuite parce que l'économie va pas super bien. Et surtout parce que... une guerre sans faire la guerre, Gamal, faut le rappeler quand même. C'est une guerre par proxy. Voilà. Par destination. Il alimente une guerre. Oui, il a tout à gagner, plus qu'à perdre. Et il a beaucoup de choses à gagner pour les pétroliers, mais pas pour les Américains. Et surtout, c'est ça le plus important, c'est que le monde a révélé que l'Occident, c'est 20% à peu près du monde, et que le reste du monde n'est pas d'accord avec cette guerre. Et là, les États-Unis se sentent de plus en plus isolés et de plus en plus mal aimés à cause de ça. N'oublions jamais que c'est Trump qui porte la guerre, Biden qui porte la guerre à bout de bras, et que Trump était contre cette guerre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre les élections. Ce qui va être le seul curseur important, c'est de savoir si les Trumpistes vont l'emporter sur la droite américaine, ou s'ils n'emportent pas, ils continueront cette politique de va-t-en-guerre, en donnant moins d'argent, c'est vrai. Mais si par contre c'est les Trumpistes qui l'emportent, face à un homme qui sait même plus où il oublie que son fils est mort en Irak, il n'est pas mort en Irak, il parle à une femme qui est morte, enfin bref, on a tout un tas d'images comme ça, où on sent bien qu'il n'est plus avec nous, et il ose dire... d'Alzheimer. Tout à fait, et il ose dire qu'il veut se représenter en 2 ans. Donc je vous dis, le mi-mandat, ça va être une sanction pour lui qui va arriver, c'est en règle générale ce qui se passe aux États-Unis, et ça donnera l'orientation générale de la politique internationale. Ismaïl, est-ce que tu souscris à cette... Partiellement. Pourquoi oui. Je vais te dire pourquoi. Non, mais pour revenir donc aux élections de mi-terme, enfin ce qu'on appelle les mi-mandats, voilà. Donc il est d'usage que toujours l'opposition remporte les élections. Ouais. C'est depuis 1860. Pour nos auditeurs, il faut rappeler que cette tradition, on va dire, électorale, date depuis 1860. À chaque fois, donc, ces élections interviennent donc 2 ans après l'élection présidentielle. Et c'est une manière de démontrer ou de mettre, on va dire, en garde le président contre les politiques qu'il aurait ou qu'il aura décidé. Dans le cas de M. Biden, qui a carrément inventé en guerre, comme disait Gamal, je suis tout à fait d'accord. C'est un monsieur qui ne mène pas une guerre par proxy parce qu'il y a quand même des opérateurs, on va dire, des conseillers militaires sur le terrain qui orientent et qui dirigent carrément les opérations militaires. Il y a même ce qu'on appelle le renseignement et tout ça. On l'a vu déjà avec Elon Musk qui a interrompu justement Starlink. Voilà, Starlink. Starlink, donc l'Internet qui était gratuit parce que M. Zelensky ne voulait pas payer. Pour revenir aux élections, il est fort probable que encore une fois, que les républicains donc, gagnent ce pari, surtout en ce qui concerne la Chambre des représentants, et ça pourrait être le cas. Maintenant, si le courant droite, qui est donc incarné par les Trumpistes, si le courant droite mènera cette bataille, ou plutôt gagnera cette bataille, à ce moment-là, il y aura changement de l'orientation vis-à-vis de la guerre de l'Ukraine. Ça, donc, c'est clair. Si je vous en crois, messieurs, et Amine, est-ce qu'on peut dire que la guerre en Ukraine, on est
pratiquement à la fin et que ça va vite se terminer? Alors moi je crois que... alors je sais pas si ça va vite se terminer. En tout cas, j'ai l'impression quand même, notamment dans l'opinion ukrainienne, on l'a entendu ces derniers jours, Oui, ça commence à craquer. ça commence à craquer un peu. Les gens commencent à dire, bon, peu importe qui est victorieux dans cette guerre, mais pourvu que la guerre s'arrête. C'est un peu le mot d'ordre en ce moment qu'on entend notamment dans l'opinion ukrainienne. S'agissant des élections à mi-mandat aux États-Unis, alors oui, il y a cette forme d'alternance permanente aux États-Unis qui est bien connue. C'est une tradition. Voilà, c'est une tradition démocratique. Après, est-ce que ça va complètement faire infléchir? Je ne le crois pas. Je crois que ça peut évidemment avoir un impact sur la politique internationale qui est menée, mais on n'oublie pas qu'aux États-Unis, le commandant en chef, c'est le président américain. Biden, ouais. Et donc... Gamal l'a dit, c'est un va-t-en-guerre, on le savait. Pour aller au bout de son voilà, obstination. il ira au bout, à mon avis. Par contre, ce sera potentiellement au détriment d'un second mandat. Mais il est déjà quand même très mis en minorité dans son propre camp. Qui va avoir du mal. Parce que il y a le plan budgétaire, évidemment, mais il y a aussi tout un tas de manquements dans la manière dont il mène les choses. Mais voilà, je ne crois pas que ces élections, même si elles sont gagnées par les Républicains, permettront d'infléchir considérablement la position américaine sur le conflit ukrainien. En règle générale, Christophe, en termes de politique extérieure, étrangère américaine, il n'y a pas de clivage entre républicains et démocrates. Hein. Ça n'a jamais été le cas. On l'a vu dans la guerre du Golfe. Toutes les guerres que les Américains ont menées, les républicains, qu'ils soient au pouvoir ou les démocrates, ont toujours soutenu donc, les efforts de guerre engagés par n'importe quel président, quelle que soit la couleur. Et on le voit maintenant aussi. Maintenant, si les républicains vont s'opposer, on va dire, à Biden, ça va être minime. Hein. Ça ne va pas se voir. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle... Question directe, Smaïn, pardon. Oui, vas-y, si Trump avait été au pouvoir, est-ce qu'on aurait eu cette guerre en Ukraine? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, pour la simple raison que Trump était le partisan du non-interventionnisme, ce qu'on appelle en Amérique. Les Américains d'abord. Les Américains, America first. Donc, je ne pense pas. Mais pour revenir donc aux réalités politiques, à la réelle politique, je ne pense pas que ces élections vont infléchir ou vont changer quoi que ce soit par rapport à la guerre. Mais sans Biden, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Par contre, Biden est en train de faire un peu, on va dire, du charme à ses électeurs. Il a même donc poussé Zelensky à s'ouvrir à un éventuel dialogue avec la Russie. Oui. C'est quand même un geste électoral, on le comprend très très bien. Une fois les élections passées, il reprendra sa politique extérieure. Donc, il y a une autre chose qui va s'imposer de façon... non mais sur ce que vient de dire Smaïn, c'est très intéressant. Oui, justement. Est-ce que le fait justement qu'il n'y ait pas vraiment de conflit ou de désaccord sur le fait d'une intervention quelconque à l'extérieur des États-Unis, donc finalement, si j'en crois Smaïn, ça va pas changer grand-chose. Si, ça va changer parce que la différence entre l'effet boomerang qui existe aujourd'hui et ce qui n'existait pas en Irak, c'est qu'une guerre en Irak avec la destruction totale du pays, ça ne dérangeait pas l'Amérique. C'était pas un problème. On pouvait tuer, tirer, on peut massacrer les Libyens. Il n'y avait pas de coût économique. Il n'y a pas de coût économique. Le coup boomerang, c'est pas la même chose. On est allé pour le pétrole. Il ne faut jamais oublier que Bush père avait dit nous n'allons pas pour libérer le Koweït, nous allons là-bas pour notre pétrole, pour nos intérêts. Ça, j'entends bien. L'Ukraine, c'est aussi des intérêts. Pourquoi des intérêts? Ils veulent, excuse-moi, juste morceler. Là, je ne sais pas si tu as vu la carte de la Russie. Bien ce qui se passe. Post-guerre Ukraine-Russie. Est-ce que tu as vu la carte? La carte que les Russes proposent. La carte, oui, que les Américains proposent. Une fois la Russie défaite. Oui, moi, je te laisse quand même. La Russie ne sera jamais défaite dans cette guerre. Ça s'apprête à faire une offensive qui va être majeure et monstrueuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde n'est pas celui qu'on a connu des guerres unipolaires américaines. C'est-à-dire que les Américains, quand ils tapaient dans les pays, ça leur coûtait rien. C'était plutôt rentable, même si ça. Il y avait un coût militaire. Un coût militaire, mais je veux dire, ça ne leur coûtait pas en termes économie intérieure. Humain. C'est-à-dire que la guerre d'Irak leur a donné 10 ans de croissance quand même. Humain très peu, parce qu'ils s'engageaient très peu sur le terrain militaire. C'était essentiellement des frappes. Justement, c'était par rapport à cela que les Américains s'engagent de moins en moins militairement. Oui, maintenant ils font les guerres par proxy. Au sol. Mais j'entends un truc, c'est que ces guerres-là leur coûtaient en termes d'engagement direct, ça coûtait des dizaines de milliards, mais en termes d'économie interne, c'était positif. La guerre d'Irak, la première, 10 ans de croissance, ils ont vendu des armes, on ne peut finir. Ensuite, la seconde guerre d'Irak, c'est pareil, il y a eu une croissance qui est repartie. Et ce qui se passe, c'est que la guerre contre les Russes, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils appellent les contre-sanctions russes qui sont arrivées, qui sont abattues. Alors, les Américains en profitent sur le gaz et le pétrole. Mais sur le terme, ils savent qu'il y a des risques. Parce que si l'Europe coule, comme elle est en train de couler actuellement, il y aura un impact pour le commerce américain. Et ça leur fait peur. Donc la droite américaine, je peux finir mon propos, la droite américaine qui est très proche des sous, qui s'intéresse aux investisseurs, qui s'intéresse à l'économie, elle voit le danger arriver. Et c'est ça qui va sans doute infléchir la position. On se retrouve dans un instant pour finir ce sujet et le quiz à suivre. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Le LGF, tu t'es fait couper la tronche, Gamal, par la pub. Tu peux le dire que c'est vraiment de la saloperie, ça? Non, j'aime bien le capitalisme. capitalisme. Mais si, dis-le. Je suis un capitaliste. Mais ouais, mais arrêtez, la pub, c'est bon, là. Un capitaliste en dessous. La pub. Ouais, c'est dur. Ça fait vivre. Ouais, ça fait vivre. Ouais. En même temps. Faut bien que quelqu'un paye. Oui, il faut bien. Ouais. Sinon, on serait pas là pour faire ergoter sur le micro. J'en ai marre de ces logiciels pourris, là, qui nous coupent la pub, qui nous coupent la tronche, alors... On peut plus faire de la radio comme on faisait dans le temps, je vous le dis. On n'est plus maître. On n'est plus maître de rien dans cette émission. C'est un intermède. On est au service du capitalisme. On est au service de la pub. Et une mauvaise langue, Christophe. Non, je dis la vérité aux gens, moi. Je suis pas là pour mentir aux gens. Voilà, j'ai un ordinateur devant moi et c'est lui qui décide de quand la pub doit partir. Vraiment, c'est ça la radio aujourd'hui. Mais vraiment, c'est la devenu... robotisation. Voilà. On est des automates. Comme disait Koff, c'est de la merde. Bon. Un dernier mot là-dessus sur les élections mi-mandat, sur l'issue de la guerre en Ukraine, parce que bon, je vous ai écouté, je ne ressors pas grand-chose en fait finalement. Guerre. Non. Est-ce qu'on va finir par faire infléchir justement ce va-t-en-guerre de Biden? Biden, il va se rendre compte de la réalité, c'est quand les Russes vont pas tarder à attaquer, parce qu'ils s'apprêtent à attaquer massivement, quand ils vont taper... Ils sont en train de gagner du terrain en ce moment. Mais là, ils y vont en douceur, parce que leur stratégie, c'est pas de rentrer directement, c'est d'y aller en douceur au fur et à mesure. Quand ils vont frapper magistralement, parce que c'est ce qui va arriver malheureusement, je le dis parce qu'il y a des morts au bout, hein, les Ukrainiens... Évidemment qu'il y a des morts. Oui. Et quand l'Ukraine va être à genoux, parce qu'aujourd'hui, il y a 20% de la population qui n'a pas accès à l'électricité, il commence à avoir des problèmes de pénurie alimentaire, c'est que le pays commence à souffrir comme pas possible, et bien quand, à ce moment-là, les Russes vont frapper un grand coup comme ils l'ont fait déjà récemment, 83 missiles ciblés où ils voulaient, et bien à ce moment-là les Américains vont se dire, est-ce qu'il est intéressant de soutenir une population dont la moitié est favorable aux Russes, tout de même, et qui en a ras-le-bol de cette guerre parce que leur chef de l'État est un clown. Ça ne durera pas et je pense que d'ici la fin de l'année on va l'arrêter cette guerre, j'espère. Bon, dans un instant le zapping, pour l'heure c'est le quiz. Le quiz. Ça va Mohamed? Ouais, ça va, mais tu m'as coupé la parole. Quoi, je t'ai coupé la parole quand? La pub. La parole. C'est pas moi. J'allais Il aime intervenir. bien parler, Amine. T'allais intervenir quand? Ah là, après Gamal. Right now. Bah, tu m'as pas fait signe. Bah, je laissais finir Gamal et t'as enchaîné direct. Alors, attends, avec bouge le pas. quiz. Tiens, hop, vas-y, pas de problème. Termine ton propos. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je le commence parce que je l'avais pas. Je pouvais pas le terminer si je l'avais pas commencé. Mais rapidement, en plus, on en parlait hors antenne. C'est qu'on est en train de connaître aujourd'hui un bouleversement dans l'ordre mondial. Il faut le dire, on le voit bien avec à la fois les Chinois, les Russes d'un côté, certains pays européens qui n'ont plus vraiment très envie de jouer le jeu des États-Unis, notamment compte tenu du coût, parce qu'il y a un coût pour les États-Unis, mais il y a surtout un coût pour les Européens, parce que nous, c'est un coût économique, mais également, c'est tous les migrants qui arrivent dont il faut gérer les flux en Europe, compte tenu de cette guerre. Et donc, je crois que les prochaines années vont être particulièrement importantes dans l'équilibre du monde avec cette guerre au cœur de l'Europe. Tiens, il y a Méziane qui nous appelle au standard 01 40 33 9. Je vous annonce, demain on fera une libre antenne. On en fera une par mois. Demain, donc 100% auditeurs demain. Voilà, ça va changer. Les gens du peuple, hein. Pas comme vous. Pas comme vous. Comme nous. 01 40 33 9000. Bonjour Méziane, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour Christophe, bonjour à tes chroniqueurs, là, tes invités. Bonjour Méziane. Bonjour Méziane. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va à la base? Alhamdoulilah. Écoutez, moi je suis perplexe pour ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lorsqu'on regarde les chaînes de télévision, comme on dit, les mass médias mainstream, ils ont l'air de laisser entendre que de toute façon la Russie va perdre. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et je comprends pas pourquoi ils jouent comme ça. Ils savent très bien dans leur fond intérieur que c'est pas possible. Tout à fait. Pourquoi ils font ça? Ah, pourquoi ils font ça? Méthode quoi? Ils veulent se rassurer. Ils savent très bien que c'est plié. Oui, mais l'Ukraine a perdu ils vont être démentis d'ici peut-être un an, 6 mois. Oui, mais ça les dérange pas. L'Ukraine a perdu en 2014 déjà. Déjà en 2014 avec Maïdan. Puis l'Ukraine a perdu dès le premier jour de la guerre. C'était une frappe. Mais on se rend même pas compte de l'impact monumental des frappes russes dès le premier jour. Toutes les infrastructures militaires ont été détruites. Donc aujourd'hui, c'est la méthode Coué, c'est du baratin. On dit qu'on vend des Césars, on dit qu'on vend des Aimars. Mais ça ne fera pas la différence. Vous envoyez Philippe pour qui vous allez rien comprendre, vous. Hein. Non, mais lui, il manifeste parce qu'elles sont mignonnes, les Ukrainiens. C'est une blague. Arrête. Comment se fait-il que la moitié des pays dans le monde
soit ils prennent pas position, soit ils sont plutôt du côté russe. 80%, pas la moitié des pays. Ils sont pour les Russes, Méziane. Ils sont pour les Russes. Pour certains, parce qu'il y a des pressions internationales, parce qu'ils sont soumis à des dettes et tout ça. Donc, ils sont obligés de se taire ou de se ranger du côté américain, bon gré, mal gré. Mais toujours est-il que... Et l'Arabie Saoudite, c'est quoi l'Arabie Saoudite, on le comprend bien, parce qu'on l'a vu que... c'est un peu conjoncturel, l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que Biden... Et Ben Salman, on va dire que le courant ne passe pas, parce que Biden n'aime pas trop Ben Salman pour les déclarations qu'il avait fait donc au lendemain et même à la veille de son élection, comme quoi il allait le boycotter et tout ça. Donc Ben Salman, son amour-propre a été touché. Du coup, donc il voulait répondre à Biden avec force, on l'a vu lors de... Mais il prend des risques, hein. Oui, il prend des risques, mais il a des assurances maintenant. Gamal. Il a des assurances russes maintenant. Pourquoi? Coup d'État, paraît-il. Il y a même les Chinois qui ont un petit coup d'État, Ben Salman. Oui, ça risque d'arriver. Christophe, tu rigoles, mais ça risque d'arriver. On l'a vu avec le roi Faisal. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, mais il doit se rappeler de cette histoire. Oui, je connais. Non, pardon. En 73, quand il y a eu le premier choc pétrolier. Le roi Faisal, donc c'était rangé du côté pan-arabe, on va dire. Il s'est opposé carrément aux Ricains. Les Américains, après, ça leur a déplu. Ils ont même, on va dire indirectement, via Kissinger, menacé Faisal. Quelques mois après, il est tué par son neveu, comme par hasard, un détraqué mental. Et ce neveu, pourquoi il a tué? Il fallait trouver donc une justification au crime, parce que Faisal avait réprimé donc une manifestation qui était contre l'ouverture du champ médiatique en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les télés et tout ça. Et donc un de ses neveux, pas le frère de l'assassin, a été tué lors de cette répression. Et c'est dans ce cadre-là. Oui, pardon, seule seconde, si vous permettez. Allez-y, monsieur Méziane. L'autre fois, vous avez parlé d'un entraînement de l'armée russe avec l'armée algérienne du côté de Béchar. Absolument, oui. Ça a tout le temps été le cas. Commencé ou... C'est en novembre. En novembre, mon ami, en novembre. Par contre, pour répondre à la question, alors moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y a un risque de coup d'État, pas du tout. Il faut jamais oublier qu'il y a quand même ce qu'on appelle les gros rapports économiques et les intérêts bien compris. Trump a vendu pour 600 milliards d'armements à l'Arabie. Ce contrat est valable. L'Arabie fait une guerre au Yémen. Elle a besoin d'argent. Donc les Américains, lorsqu'ils disent à l'Arabie baisser la production de pétrole, c'est une hypocrisie, ça les arrange pas qu'ils baissent. Ils préfèrent que le pétrole soit très cher. Comme ça profite aux compagnies américaines. Et surtout, ils vendent toujours leurs armes à l'Arabie. Je vous demande de vous arrêter. Tout à fait. Le capitalisme a encore frappé. Tout à fait. Ah, oui. Bon, Amine, c'est bon, t'as pu finir de parler? Ah non, deux fois. Quoi, ça va, mais arrête. T'es fou, toi. Tu crois que sans parler tu peux t'exprimer comme ça, toi? Christophe, au départ, c'était moi. C'était moi ça va. Qui était privé de parole. On respecte ma prise de parole. Oula, attention. Attention à ce que tu dis, Attention. Le NGF sur France Maghreb 2, c'est bon? Je peux faire mon quiz ou il y a encore des réclamations là? Vas-y, Christophe. Non, le bureau des plaintes est fermé, je vous le dis. Le quiz. Demain, qu'est-ce qu'on va être tranquille sans chroniqueur? Ah oui. Ah non, il y aura mon ami Ali qui sera avec moi et puis Mam, la belle histoire. Donc il n'y aura pas de chroniqueur. Voilà. C'est une vanne. Ouais, attention, toi. Je vais venir quand même. Très bon. Et les auditeurs, vous aurez la parole demain. C'est vous qui avez la parole demain. Parce que je veux qu'on fasse au moins une fois par mois. J'ai le droit d'appeler demain, Christophe? Vous pouvez appeler. Je peux appeler ou pas? Vous pouvez appeler. Voilà. Mais les auditeurs, il faut qu'on leur laisse au moins une émission où ils peuvent s'exprimer pendant 2 heures. Voilà, rien que pour eux. 01 40 33 9000 demain. Le peuple a besoin de parler, de s'exprimer. Première question. Selon plusieurs médias, l'Algérie pourrait acheter 12 milliards d'armes à quel pays? La Russie, c'est clair. Un contrat record. Ça va même monter à 22 apparemment. 12 milliards. Ce qui est déjà énorme. Aux Américains. Ouais. Mais pour faire la guerre à qui? Pour faire la guerre à personne, pour s'armer. À l'Ukraine? Non. Je provoque Gamal. Pour faire la guerre à qui, Gamal? Pourquoi l'Algérie a besoin d'acheter 12 milliards d'armes? À son voisin du Nord. Je peux répondre direct. De l'Ouest. Ils veulent en finir avec les Fennecs. Il y en a marre des Fennecs. On ne peut plus les voir, les Fennecs. On va les éclater, les Fennecs. Tiens, quel député de la France Insoumise a finalement rendu son logement social qu'elle occupait, parce que c'est une femme depuis 19 ans. Elle l'avait obtenu d'ailleurs, sachez-le, moins d'un an. 1250 euros par demande mois. Et sans condition de ressources. De qui s'agit-il? De quel député? Garrido? Non, c'est pas Garrido, non. J'ai pas retenu. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu ici. Très sympathique. Non, c'est une femme. C'est une femme. Daniel. Daniel Simonet. Daniel Simonet. Bonne réponse. Voilà. Bon, Daniel, pas bien quand même. On n'avait pas dit celle-là. Le gouvernement britannique a annoncé hier matin que le 8 mai 2023 serait férié. Pourquoi?
C'est la mort de la... Non. 8 mai. Non. Le 8 mai. Ouais, 8 mai 2023. Pourquoi ce jour-là sera férié? C'est pas le débarquement. Non. Non, bah non, déjà pas. Rien à voir. Juin, quand même. Bon, alors. 8 mai, Pourquoi c'est la fête du slibard. Non, c'est tout. Non, quoique. I have no idea. Je sais plus, c'était quand. Ça sera le couronnement officiel de Charles III. Oh là là, oui. incroyable. Qui a été élu ce week-end président du Rassemblement National? Bardella. Oui, et c'est une petite... quand même, une petite actualité, pas démente quand même. C'est costaud. Il n'y a plus le mot Le Pen, il n'y a plus le nom Le Pen. Ouais, en réalité, ça change rien parce que le d'accord. pouvoir a été transféré au groupe à l'Assemblée et donc c'est toujours Marine Le Pen qui est C'est présidente le du loup groupe. qui revêt la peau d'une brebis. Et donc, en réalité, le pouvoir, il est toujours détenu par les Le Pen Et puis Bardella. la personne de Marine Le Pen. Et Bardella, qui est fusimidré italien, peut se prévaloir de sa filiation, marié, je crois, avec un membre de la famille Le Pen. Mais surtout, Bardella fait peur parce qu'il a que 27 ans. Il est jeune, il a les crocs, il a le temps, et il a un discours qui est très étudié. Il va pouvoir nous faire du Darmanin qui raconte à tue-tête qu'il est originaire d'Algérie. Mais je le trouve meilleur, enfin au niveau éloquence, meilleur que Darmanin. Non, mais largement. Mais Bardella a tué la nièce de Marine Le Pen qui a trahi Marine Le Pen. Maintenant, c'était elle qui devait être pressentie. Ouais. Bon, dernière question. Un peu cocasse cette question. Un couple a été arrêté, un couple âgé de 63 et 53 ans au Canada pour avoir donné quel type de bonbons durant Halloween? Au shit. Ouais, au cannabis. C'est vrai. T'en as goûté, c'est ça? Non, j'avais pas goûté. J'en vends, moi. Moi, je suis négociant à la frontière algérienne. Ne m'embête pas. Non, la frontière Est, c'est ça? Non, Ouest. Pourquoi Est? Enfin, l'Ouest, le Grand Ouest, les États-Unis. Hein. Je parle d'Amérique du Sud. Il y a de la provocation, c'est incroyable. Oh, charrie. Hein. Bon, dans le zapping, j'avais prévu de vous faire écouter Macron, on l'écoutera pas, qui reçoit ces questions là pour l'écologie. Je voulais vous faire écouter, on voulait parler aussi de Clémentine Autain, qui était l'invitée de Quelle époque. Très belle émission. Je tiens à dire que franchement, j'ai kiffé cette émission. Et Léa Salamé, je l'aime beaucoup. Vraiment, je le dis. Mais alors, de Chavannes, il sert à rien. Ça s'améliore. Mais Léa Salamé, elle prend de la bouteille. Franchement, chez Ruquier, c'était. Non, mais c'était pas vraiment le couple. C'est quand même la fille de Gassam Salamé. Peut-être, quand même. Très talentueuse. L'amie de Chirac. Oui, mais ça va. Elle est talentueuse. J'aime beaucoup Léa. C'est quand tu veux, tu viens dans l'émission. Vraiment, je serais content de te recevoir. Elle veut pas venir. Et voilà, donc Clémentine Autain, vous savez, on lui pose des questions. Voilà, vous aimeriez poser une question à qui? Alors, vient le tour de Zemmour. Zemmour. Mais en fait, faut qu'il aille voir un psy. C'est ce qu'elle répond et c'était très marrant. C'est pas mal du tout. Voilà. Et puis c'est la COP 27 en Égypte. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Rien. Ok, on est d'accord. C'est super. C'est la montagne qui accouche d'une souris. On termine sur une bonne note, les amis. C'est formidable. Donc demain, rendez-vous à partir de 16h. Auditeurs, auditrices, peuple, terrien, terrienne. Vous pourrez vous exprimer demain dans cette émission. Plus que jamais, ce sera la vôtre. Une fois par mois, j'ai décidé comme ça qu'il n'y aurait pas de chroniqueur. Bon, Ali et Mam. C'est de la censure. Ça. Ali, c'est quand même bon chroniqueur. On est censuré. On en parle même pas. Et voilà, des gens qui écoutent plus qu'ils parlent finalement. Hein, ils ont des oreilles, deux oreilles. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle, finalement, c'est bien. C'est les sages. Et c'est les sages, voilà, les sages. Donc Ali et Mam seront là avec moi demain pour vous écouter, pour débattre, échanger entre nous. Qu'est-ce qui vous interpelle? Vous avez des choses à dire, ça sera le moment de nous le dire et d'appeler au 01 40 33 9000. Mercredi, il y aura Audrey Pronosti, Sonia Mebrek et Farid Tamsamani. Et alors là, j'ai un problème, une incertitude sur jeudi, je vous le dis, parce qu'apparemment, la RATP veut nous jouer le coup du 0 métro. Alors est-ce que ça va marcher? C'est un jeu. Non, ça déconne, grosse grève prévue jeudi. Oui, c'est ce qu'ils disent. Veille du 11 novembre. Tu crois pas une Ah oui, en effet. Oui, donc, on sait pas ce qui va se passer jeudi. On va essayer de venir, hein. Voilà. Pipo. Et vendredi, c'est férié. Hein, parce que vous savez, quand il y a des jours fériés, on est les premiers à les prendre. En ce qui me concerne, en tout cas, je serai pas là. Donc, vendredi, il n'y a pas mamie alors? Non, vendredi, il n'y a pas mamie, sauf s'il veut venir faire son émission. Vendredi, c'est mamie. Mais en tout cas, moi, je serai pas là. Voilà. Donc, merci à vous trois. Belle émission. On a senti un Carlos qui était content d'être là. Hein, je sais pas si détendu. Il l'a dit de façon claire. Hein. Détendu et très à l'aise. En famille, quoi. Voilà, en famille, c'est clair. Et on l'a senti que le petit séjour en Algérie, parce qu'il a été ce week-end, lui a fait beaucoup de bien. Tout à fait. Absolument. Ouais. Comme quoi, l'hospitalité algérienne. Ah oui. Ah, franchement. C'est compensatoire. Et je salue mon ami Ben Enko, le youtubeur, qui est retourné pour sa 2e fois en Algérie. Il a obtenu d'ailleurs un visa de 90 jours. Et là, il est en train de faire visiter à ceux qui le suivent sur Instagram, Ben Enko, et sur YouTube, Alger. Il nous a fait visiter le port de pêche d'Alger. Formidable. Je confirmerai quand je serai invité.
Bah, t'iras. Mais t'as On pas, m'a pas invité pas besoin d'être Bah, invité, t'es chez toi en Algérie, mais qu'est-ce que tu racontes? Voyons. Je savais partout je sais bien. Bah oui, et je tiens à dire aussi qu'au Maroc, l'hospitalité est Tout à extraordinaire. fait. J'y étais cet été, donc je peux en parler. Indiscutable. Les Marocaines et les Marocains sont Dans extraordinaires. tous les pays arabes, C'est vrai. Christophe, on est les bienvenus. hein. Oui, en Que ça Tunisie, soit au Maroc, mais t'es un peu trop Moins à Larissa, Marseille, mais bon, moins à voilà. Marseille. Bon, non, mais au Maghreb, franchement, l'hospitalité. Non, mais Marseille, franchement, Marseille, c'est payable le plus arriéré, il faut reconnaître. Oh là là, je prends des coups là. Première radio franco-maghrébine, Tu vas France taper Maghreb sur de les doigts. Marseille. C'est les meilleurs. Voilà, mais s'il te Peu plaît. cher. Bon, ils ont un peu tout perdu en foot, mais bon. Oh, c'est pas gentil ça. En quelques secondes. En quelques secondes. Ouais. Quoique, bon, en tant que supporter du PSG, je la ramène pas trop parce que vu le tirage qu'on a eu, mon Amine, j'ai très peur. Ça va être dur. Ah, ça va être dur au mois de février, le Bayern. Les gars, dans 2 semaines, c'est la Coupe du Monde. Yeah. Est-ce que, mais franchement, ça vous fait pas bizarre de parler de Coupe du par Monde mois de maintenant? novembre, Ouais, ouais. c'est vrai. Mais on va se faire bizarre, des, non on va se faire des spéciales ou pas? On va se faire des spéciales, bien sûr. On va se faire des spéciales avec du thé, avec de la chicha. Tous derrière le Maroc et la Tunisie. Attends. Tous derrière le Maroc et la Tunisie. Tu vas amener tous les mecs du Rassemblement National là. Ils vont venir devant les studios. Est-ce que tu sais ce que c'est un spécial en Algérie? C'est une bière. Non, c'est un sandwich. Ah ouais? Aux œufs. Ah, Oui, mélangé avec la harissa. Ah ouais. Mais il y a une marque de bière aussi. Je sais pas, aucune idée. Qui s'appelle Spécial. Où ça, en possible. Algérie? Ouais, enfin en Algérie. Sûrement, je Je sais pas, peut-être. C'est une marque européenne d'ailleurs. Je pense qu'il est temps que vous sortiez en fait là. Merci beaucoup. Et rendez-vous demain les amis, 16h. Ciao. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Christophe Roux.